Bonjour, comment allez-vous? Moi, pour ma part, je me sens un peu tanné. Je me sens tanné d'entendre parler du gaspillage alimentaire. Je suis tanné de voir à chaque fois les gens sortir les violons et dire « Ah, le gaspillage alimentaire, ah, ça n'a pas de bon sens. » Mais, parce qu'on se plaint, mais en même temps, on ne parle jamais de où ça vient, cette bébête-là. C'est comme si ça tombait des nues, là. Donc, personne ne sait c'est quoi la cause de ce phénomène-là. Et surtout, ben, c'est évidemment de la faute à personne. Donc, on ne sait pas c'est quoi les mécanismes qui sont responsables et surtout, on ne sait même pas c'est qui les responsables tout court. Mais évidemment, on ne s'empêche pas pour autant de vous en faire porter la responsabilité à vous, comme si c'était de votre faute si les poubelles des épiceries étaient pleines à craquer. Puis là, on vous dit qu'on va vous trouver des trucs pour réduire votre gaspillage alimentaire dans votre quotidien, ce qui est évidemment merveilleux. D'ailleurs, des trucs de même, je pourrais moi-même vous en donner un char et une barge. Le problème, c'est quand même que tu mettrais ton restant de lasagne dans un Tupperware. Ça va changer quoi par rapport aux montagnes de nourriture que les commerces jettent chaque jour? Le pire, c'est que, dans un sens, c'est vrai que c'est un peu vous qui êtes à l'origine du gaspillage alimentaire. Je veux dire du vrai, le gros, là. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça, du moment où vous en prenez conscience, ben, c'est justement ça qui vous donne la clé pour résoudre le problème. Ben oui, parce que là où est le problème, là est la solution. Puis ce serait même un peu difficile de régler un problème si on ne sait même pas qu'est-ce qui en est la cause. Puis la cause qui se trouve donc en elle-même à être le vrai problème. Donc, dans un même ordre d'idée, plus tu comprends bien la problématique, dans le détail de son fonctionnement, plus tu es en mesure de le régler d'une façon totale, concrète et définitive. C'est donc un peu tout ça qui m'amène à vouloir vous promettre ceci. Dans cette vidéo-là, moi, je m'en vais vous dévoiler c'est quoi le bouton « Off » qui permet de mettre un terme, rien de moins, au gaspillage alimentaire. Pour qu'on puisse enfin arrêter d'en parler, puis qu'on puisse peut-être plutôt passer à l'autre appel. Autrement dit, si demain matin, tout le monde pèse sur ce bouton-là, le gaspillage alimentaire, c'est fini, il n'y a plus. Bon, c'est vrai que ça supposerait justement que chacun le fasse, mais même si vous êtes tout seul à le faire, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois que vous allez peser sur le bouton « Off », il y a, disons, ça que vous allez enlever sur la montagne du gaspillage alimentaire. En plus, mon vidéo, c'est un 2 pour 1. Pas pire. Puis, ce qui va permettre de s'adresser à deux problèmes. Soit bien sûr le gaspillage alimentaire, mais aussi le détournement de l'aide alimentaire. Le deuxième, il vous dit peut-être rien, mais en mon humble opinion personnelle, il est au moins aussi pire que le premier. Donc, en gros, si vous trouvez ça absurde, d'une part que non seulement on jette de la nourriture en quantité complètement astronomique, mais si d'autre part, vous trouvez que ce serait peut-être le fun si les gens dans le besoin pouvaient avoir accès à la nourriture dont ils auraient justement besoin, dans ce cas-là, oui, je pense que ça vaudrait peut-être la peine que vous écoutiez ce petit vidéo. Et surtout, encore mieux, si vous l'écoutez jusqu'au bout. J'oserais même vous dire qu'en mon humble avis, la meilleure chose que vous pourriez faire, en fait, pour lutter contre le gaspillage, ce serait de partager cette vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de l'écouter, au moins partagez-le, en espérant qu'il puisse ainsi se rendre à un destinataire qui, lui, aura peut-être le temps de l'écouter ou de prendre ce temps-là. Puis, je sais que vous avez plein de trucs à écouter, mais regardez, là, si les vidéos durent 2 heures, et qu'autrement dit, moi, je vous invite à donner un petit 2 heures de votre vie pour pratiquement éradiquer un problème aussi gros et aussi totalement injustifiable que le gaspillage alimentaire, il me semble que ça vaut quand même la peine, non? Par ailleurs, mon vidéo, je dirais qu'il risque d'être pas mal à 100% valide pour la région du Saguenay, d'être au moins à 90% valide pour le reste du Québec, tandis que pour le reste de la planète, disons qu'il y a au moins certaines parties qui risquent d'être directement pertinentes et d'autres au moins relativement pertinentes. En fait, cette vidéo-là, je pense qu'on pourrait même dire qu'il représente l'équivalent d'un cours complet. Donc encore là, 2 heures, tu as un cours complet, et ça bien sûr gratuitement.
Me semble que c'est quand même pas pire comme deal, non? En plus, ben oui, c'est un long vidéo, mais en même temps, c'est aussi un condensé ultra concentré de milliers d'heures d'expérience accumulées, tant par moi que par vraiment beaucoup d'autres bénévoles. Alors, si vous trouvez que vous faites pitié avec votre 2 heures, ben dites-vous que c'est juste rien par rapport à tout le travail qu'on aura abattu au Gratuvore depuis qu'on existe. Fait que cette vidéo-là, c'est aussi comme si vous veniez assister à une conférence, mais dans le confort de votre foyer, en pouvant en fait décider quand vous l'écoutez, tandis que du moment où vous avez autre chose à faire, vous avez juste à peser sur pause, puis à reprendre là où vous l'avez laissé. Puis comme je sais que je vais me faire un chalet avec ça, je vais tout de suite me permettre de vous le répéter. Si c'est trop long, pesez sur pause. Ou au pire, avancez le vidéo, skippez-en des bouts. Sauf que moi, inversement, je vous inviterais à carrément le revisionner parce que tout ingérer et assimiler 100% de ce que je vais dire en un coup, ça risque d'être dur un peu. Donc, beaucoup de matériel, du matériel qui ne sera peut-être pas toujours nécessairement si léger que ça. Mais de mon côté, je vais essayer de rester positif et jojo et je vais même essayer à tout le moins d'être un peu divertissant. Bon, maintenant, quand vous aurez écouté cette vidéo, vous aurez compris qu'il y a bien du monde, notamment du monde haut placé, qui ne m'aimait déjà pas avant ce petit documentaire et puis qui risque de m'aimer encore moins après. Mais ça, en soi, évidemment, ben, c'est juste un très bon signe. Parce que, comme on sait, il n'y a rien qui choque autant que la vérité. Surtout quand on parle comme ici de vérités qui n'ont pratiquement jamais été dévoilées. Du moins pas à grande échelle comme ça. Surtout qu'il existe une réelle loi du silence dans le domaine, comme je me ferai d'ailleurs un plaisir de vous en reparler. D'ailleurs, parmi les choses dont je vais vous reparler, il y a notamment le fait que je me suis déjà fait menacer d'une poursuite bâillon, sous prétexte que ce que je vais dire ici constitue de la diffamation. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont avocats, et qui seraient partants pour se porter à ma défense, et à celle des Gratuvore, en un sens, advenant que j'ai des problèmes, disons que votre offre sera la bienvenue. Notons au fait que j'ai déjà pu brièvement consulter une avocate relativement à cette démarche que j'avais l'intention de faire, et selon elle, ça ne représenterait pas de la diffamation, parce que, de un, ce que je vais dire est vrai, et de deux, comme ce n'est pas des choses que je dis juste pour le trip d'attaquer la réputation des autres, comme je crois que vous pourrez assez facilement le constater, c'est ça. Et quand je dis que c'est vrai, je vais aussi dire, si je me suis trompé sur telle ou telle chose, honnêtement, je ne demande pas mieux que de l'apprendre et je me ferai un plaisir et un devoir de préciser par la suite, sous la forme d'un commentaire dans la discussion en dessous de cette vidéo, ce qu'il y en est. Ah oui, et au cas où il y en aurait parmi vous qui se diraient, moi, des flots qui font rien critiquer et qui font rien dans la vie, moi, je suis pas capable. D'un, je vous inviterais à commencer par rejoindre mon groupe Facebook Refaire le Monde. Vous pourrez notamment retrouver mon CV, ainsi que mes plus récentes créations. De deux, si je fais juste critiquer, il faudra m'expliquer c'est quoi ça, comment c'est venu exister tout ça. D'ailleurs, je m'en allais justement vous décrire un peu plus en détail c'est quoi les Gratuvores, puisque ça mange en hiver, littéralement. De trois, ça va être dur de me reprocher de juste critiquer, parce que compte tenu que toute la seconde partie du vidéo va être consacrée aux solutions. Et notamment au bouton off dont je vous parlais. Alors rendu là, si un garagiste a le droit de se mettre les mains dans le cambouis, dans le pur et simple but de mieux déceler le problème et être d'autant plus en mesure de trouver la solution, pourquoi pas moi? Une dernière chose, ce que je vais dire ici ne représente bien sûr que ma propre opinion et n'engage conséquemment que ma propre responsabilité individuelle. Donc en gros, moi je suis une personne physique, alors que les Gratuvores, c'est une personne morale, ou plus précisément une OSBL qui envoie d'être connue comme organisme de charité. Et qui, par ailleurs, est distincte de moi. Fait que, petite nuance. Donc, oui, alors, j'en serais rendu à faire une petite présentation très sommaire des Gratuvores. En fait, si ça vous intéresse vraiment, je vous inviterai à juste cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour ainsi tout simplement télécharger notre document de présentation.
Ceci dit, tant qu'à y être, je vais quand même vous faire un mini tour de notre superbe local qui nous est donc gracieusement ou presque offert par la Soupe populaire de Chicoutimi, qui a eu la gentillesse de nous consentir un montant de loyer, disons, fort amical. Donc, es-tu capable de placer un peu? La caméra. Ouais. Fait que, on est-tu là? Salut. Donc ici, ça c'est le frigo. On a débranché les frigos pour la vidéo. Là. Ça c'est le frigo moche, fait qu'on commence par le pire. Ça veut dire que tout ça, ce qui est mis là, n'est pas très intéressant, mais quand même encore comestible. De toute façon, le reste va aller aux poules, mais on laisse une dernière chance aux gens de passer là-dedans avant. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas ouvrir, parce qu'on attend de redispatcher le vrac. Bon, là-dedans, il y a des cocombes. Ici, il y a des cocombes. Ici, il y a des cocombes. Là-dedans, on ne sait pas. Ici, il y a ça. Ici, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a du pain, par exemple. Et puis, dans notre tombeau ici, qu'est-ce qu'il y a? Du pain. Puis, dans le luxe, ah oui, des beaux pots de relish. Fait que, conclusion, il n'y a pas grand-chose de ce temps-ci, mais ça dépend des... c'est sûr qu'avant la garde, il y en a plus qu'après aussi. Maintenant, parlons un peu chiffres. Moi, là, ici, vous ne pouvez pas le voir, mais on va essayer, vous seriez censé le voir à l'écran en ce moment. J'ai les chiffres de nos fréquentations, OK? Fait que vous pourrez regarder ça, là, mais en gros, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a à peu près 300 visites par mois. Quand même pas mal. Puis, au niveau des récoltes, ce que ça me dit, c'est qu'en nos 3 années d'existence, on a récolté 60 tonnes de nourriture. 60 tonnes, donc, sur 3 années, ça veut dire 20 tonnes par année. Puis, dites-vous que ça, c'est sûr que c'est plus que ça, parce que il y a au moins 2 fournisseurs qu'on n'a pas pu inclure pour différentes raisons. Ça a été compliqué. Donc, au fond, les grativores, c'est un peu comme une sorte de compte d'abondance. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est notre symbole, comme on peut le voir sur cette belle toile d'Élysaïote que vous êtes censé voir en ce moment. Mais c'est quoi la magie qui permet à cette corne-là de justement se renouveler à l'infini? Bien, d'un, c'est évidemment notre local, puis notre équipement. De deux, ben, c'est surtout nos fournisseurs. Fournisseurs qui, en passant, je vous encourage à encourager vous-même de par vos achats, comme j'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Donc, si je passe la liste en rafale, pour commencer, on a nos fournisseurs réguliers qui sont donc le Garde-Manger, le Biz, les Sarsagami, le Benz de la Maison du Pain, Pizza Rodi et Julie Imagine. Puis, on a nos fournisseurs occasionnels qui, dans le moment, sont la Réserve, la cantine, le Lucac, le Soleil Levant, le dépanneur Saint-Ursule de Jonquière, le dépanneur 7-11, Chemin de la Réserve et la ferme La Rouquine. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Et pour mieux en juger, écoutez donc un peu ce qui suit. Okay? D'abord, ben, c'est ce que le MAPAC. D'abord, ce que le MAPAC nous autorise à récolter, c'est quoi? Ben, c'est tous les fruits et légumes entiers, tous les produits alimentaires transformés, transformés par l'industrie agroalimentaire, donc d'une part les cannes, les jus, hein, et d'autre part, tout ce qui a été cuisiné ou préparé, dans une cuisine MAPAC. Tandis que pour les choses qui ont été cuisinées dans un domicile privé, elles peuvent être partagées par le biais du groupe Facebook, tant que ça passe donc pas par le local. Alors, en vertu de ça, notons tout de suite qu'en partant, on pourrait théoriquement récolter les invendus de pratiquement tous les dépanneurs, pharmacies, boucheries, fermes et jardins, les boucheries tant que la chaîne de froid, bien sûr, est réservée, toutes les fermes et jardins, les restaurants de restaurants et traiteurs, tant qu'ils n'ont pas été touchés par les clients quand même. Donc, autrement dit, maintenant que les grativores existent, on dispose d'un service qui permettrait de faire en sorte qu'il y ait pratiquement zéro gaspillage dans toute la ville de Saguenay, incluant Jonquière, la baie et en fait dans tout le pourtour du Saguenay. Donc, comme il n'y a légalement rien qui nous empêcherait de récolter tous ces commerces-là, et comme toute la nourriture des particuliers pourrait pratiquement toute se voir redistribuée, comme je viens de l'expliquer, il n'y a techniquement plus aucune bonne raison pour qu'il se perde une quelconque forme ou quantité de nourriture sur le territoire de Ville-Saguenay.
Alors, considérant que les seuls fournisseurs qu'on a sont ceux que j'ai décrits ici haut, et considérant surtout que nos frigos sont rarement été aussi vides que ces temps-ci, alors que les besoins des gens sont pourtant plus criants que jamais, pour les raisons que l'on sait, donc considérant que malgré tout ça, les commerces préfèrent manifestement continuer à jeter plutôt que de nous donner quoi que ce soit, ça vous donne déjà une idée de ce qu'on veut dire quand on parle du monstre du gaspillage alimentaire. Et ça nous montre aussi que tant qu'il n'y aura pas de loi pour contraindre les commerces à donner, ils vont juste continuer à acheter. Parce que, comme on peut le voir, même en ayant à portée de main un organisme qui demande pas mieux que d'envoyer ses récolteurs chercher sur place les invendus pour les redistribuer de la façon la plus équitable en ville, je vais d'ailleurs y revenir, c'est ça. Même malgré tout ça, ça ne semble juste pas nécessairement les intéresser. Ça peut d'ailleurs laisser perplexe, mais juste au cas où ça pourrait nous aider à comprendre cet intéressant phénomène, qu'il suffise de relater cette petite anecdote. Il y a quelques années de ça, un de mes amis s'amusait à fouiller dans le conteneur d'une boulangerie saguenayenne que j'aime autant pas nommer, du moins pour le moment. Alors, tandis qu'il vaquait à ses occupations, le proprio est sorti et a commencé à lui crier « Arrête de faire ça, on va perdre des ventes! » Donc, maintenant, d'après vous, est-ce que c'est la seule commerçante à penser ici? Moi, je ne sais pas, mais le pire, c'est qu'il faut avouer que son argument n'est quand même pas si fou que ça. Parce que si tout le monde avait de la nourriture gratuite, tellement qu'il achèterait moins. Hein? Remarquez que moi, ma réponse à ça, c'est que si on redistribuait toute la nourriture qui présentement est jetée, on se retrouverait à remonter le niveau global de la population, qui, en ayant alors plus de moyens financiers, serait d'autant plus en mesure d'accroître sa consommation, ce qui, d'après moi, aurait un effet bénéfique même sur les commerces alimentaires en tant que tels. Le problème, c'est que, d'ordinaire, ce n'est pas exactement la spécialité des commerçants que de penser à autre chose que leur profit, ou plus précisément de leur profit à très court terme. Donc, quand même que je leur parlais du long terme. Mais ça tombe bien parce que c'est justement à ça que les États et les lois sont censés servir. D'ailleurs, on va y revenir. Donc, si on essaie de faire une pyramide du gaspillage alimentaire, où est-ce que plus on s'approche du sommet, plus on remonte vers la source, on peut voir que pas mal dans le top, il y a les commerçants. Mais là, avant de commencer à vous parler des commerçants qui sont dans le top du top, et qui, du moins si je me fie à mon expérience personnelle, sont pas mal les pires des pires, je parle bien sûr ici des épiceries, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport aux chiffres du gaspillage alimentaire, juste question d'avoir une petite idée de l'ampleur de la chose. Et pour ce faire, je vous inviterai en fait à juste jeter un coup d'œil au deuxième document ci-joint qui s'avère en fait ma retranscription de la conférence de Nicole Rubens sur le sujet. Je vous avertis tout de suite qu'en lisant ça, les cheveux risquent de vous dresser un peu sur la tête. D'ailleurs, c'est un peu ça le but. Mais sauf qu'après ça, vous risquez de vous dire, dans le fond, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il existe un organisme comme les Grativores qui se trouve à être spécifiquement dédié à la lutte au gaspillage alimentaire. Puis qu'à partir de là, ce serait peut-être une bonne chose de chercher à les aider, plutôt que de pratiquement tout faire pour les écrabouiller, comme une espèce de moucheron, même que je pense qu'un moucheron est typiquement traité avec beaucoup plus d'égards que ce que je m'avais vous décrire. Alors, à suivre. Donc, les épiceries. Un an ou deux avant la création des Grativores, bon, fin des parties, j'avais rencontré en personne des propriétaires d'à peu près toutes les épiceries de Chicoutimi pour leur demander si je pouvais récupérer ce qu'ils auraient jeté de toute façon. Ils m'ont tous répondu la même chose. On ne jette rien, tout est donné à moisson. Environ un an après la création des Grativores, je les ai tous recontactés par courriel, ainsi que ceux de Jonquière. Ils m'ont tous encore répondu la même chose, pour ceux qui m'ont répondu. Sauf qu'il y en a au moins une qui a eu l'honnêteté de préciser qu'en fait, ils se trouvent plutôt à donner la plupart de leurs invendus à moisson. Est-ce que ça voulait peut-être dire qu'ils jetaient le reste? Moi, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que juste en fouillant dans leurs poubelles, puisque c'est ça qu'on a fait pendant
ben, c'est ça qu'on faisait au début, ben, c'est vraiment pas moins de 16 tonnes de stock qu'on aura récolté et redistribué. Puis je peux vous dire que ce n'était pas nécessairement le moins beau stock qu'on aura jamais vu. D'ailleurs, qu'il suffise de jeter un coup d'œil à ces quelques photos pour le constater. Ils nous ont donc menti en pleine face. Puis même que se faire mentir de façon aussi outrancière, d'un, moi j'appelle plutôt ça se faire rire au nez. Et de deux, disons qu'en partant, ça ne démontre pas exactement qu'ils prennent très au sérieux la problématique du gaspillage alimentaire, n'est-ce pas? Le pire, c'est que tout ce qu'on leur demandait aux épiceries, c'était de simplement passer entre moisson et le conteneur. Autrement dit, on n'aurait rien enlevé à moisson et là. On faisait juste dire, tant qu'acheter quelque chose, puisqu'on sait que vous jetez, vos poubelles sont pleines à chaque fois qu'on fouille dedans. Bien, ce stock-là, ce beau stock-là, que vous jetez de toute façon, bien, et que vous semblez juste pas vouloir donner à moisson, pourquoi ne pas nous le donner à nous? Le pire, c'est que tout ça, est-ce que c'est du gaspillage? Oui, mais seulement en aval. Parce qu'écoutez bien ce qui se passe en amont, et ça à la grandeur du Québec et même du Canada. Très bien, c'est un punch. Dans le temps que j'étais encore, disons, en bon terme avec Moisson, il m'avait dit que le livre de règlement qui les régit, ainsi que les épiceries, c'est ce qu'on appelle le PRS. Et que moi, j'appelle plutôt le livre noir du gaspillage alimentaire, okay? Le petit manuel du gaspillage alimentaire. Parce qu'autrement dit, ce que ça dit dans ce mode d'emploi-là, c'est que dès que tu atteins la date d'expiration, tu jettes. Dès que tu vois une POC, tu jettes. Dès qu'il y a un signe de flétrissement, d'amochage, tu jettes. Alors, comme Moisson eux-mêmes m'ont dit, le 3/4 des règlements du PRS, c'est même pas le MAPAC qui les a écrits, c'est les épiceries elles-mêmes. Donc, autrement dit, en se montrant encore plus catholique que le pape, elles se trouvent à écrire elles-mêmes les règles qui leur permettent de gaspiller, ou plus précisément qui les obligent à gaspiller. Hey, c'est-tu pas pratique, hein? Et ça, bien sûr, avec la complicité la plus totale du MAPAC, qui, lui, à partir de là, se fait en fait la police du PRS en s'assurant qu'il soit respecté à la lettre et que les fautifs soient sévèrement punis. Donc déjà là, les deux plus gros acteurs, les deux premiers responsables du gaspillage alimentaire, bien, j'ai pas mal de vous dire c'est qui. Le pire, c'est que ça devient encore, plus, croustillant. Je vais donc vous continuer à vous citer ce que Moisson avait dit dans le temps. En gros, ça ressemblait à « Les épiceries, tu ne pourras jamais les avoir parce qu'on parle d'entente et d'exclusivité qui ont été signées au national entre, d'une part, l'organisme fédéral qui supervise Banque alimentaire Québec, qui lui-même supervise toutes les moissons du Québec, et d'autre part, les trois bannières que sont Loblaws, Sobeys et Metro, qui, à eux trois, détiennent toutes les épiceries franchisées du Québec. Donc, autrement dit, même si les proprios voulaient faire affaire avec toi, ils ne pourraient pas parce que, de un, la décision a été prise au-dessus d'eux-mêmes, et de deux, on parle d'entente d'exclusivité, de sorte qu'ils ne sont même pas autorisés à faire entrer en scène un autre joueur que Moisson. Jusqu'ici, bien, avouons que ça a quand même l'air plutôt convaincant comme lecture. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis contenté de croire à ça. Le problème, c'est que depuis, j'ai pris conscience de deux petits cas en particulier. Premièrement, le Free Frigo de Sherbrooke, qui reçoit des invendus directement d'au moins une épicerie franchisée. De deux, le frigo communautaire de la baie, dont l'administratrice, en plus de recevoir directement du IGA qui est là-bas, me confirmait que le PRS, sur le PRS, oui, il était mentionné que Moisson était partenaire, mais qu'il n'était aucunement fait mention d'exclusivité. Ce qui explique justement qu'elle pouvait elle-même être aussi partenaire. Donc, quand Moisson m'avait parlé d'exclusivité, est-ce que c'est juste une erreur qu'ils faisaient ou est-ce qu'ils m'ont volontairement induit en erreur? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais,
D'ailleurs, vous-même, vous pouvez désormais le constater, c'est que ce qu'ils m'ont dit, c'était juste faux. Sans commentaire. Ceci dit, je suis le premier à reconnaître qu'en fonction de la situation que Moisson m'avait décrite, on s'entend que c'est sans doute excessivement difficile pour une épicerie de dire « OK, on va donner à un autre que Moisson ». Sauf que d'un, c'est pas pour autant impossible. Et donc, ils sont pas moins responsables, dans le cas qui est le nôtre, de continuer à acheter de façon outrancière. Et de deux, si le problème, c'est que pauvres autres, pauvres petits géants de l'alimentation, ils ont une structure et un mode de fonctionnement qui les oblige à gaspiller, notamment en n'ayant pas le droit de donner à un autre que Moisson. OK. Peut-être que dans ce cas-là, la solution, ça serait de tout simplement les boycotter, justement. Je vais d'ailleurs y revenir dans la section sur les solutions, mais juste pour conclure ma petite section sur les épiceries, je voudrais simplement dire ceci. Quand je dis qu'on a récolté 16 tonnes de 1, c'est sûr que c'est plus que ça. Et de 2, ce qu'on a récolté, c'est rien. C'est rien parce que nous, on avait littéralement juste un spot principal. Bon, à la fin, on en avait un deuxième aussi, sauf que même là, on parle quand même de juste 2 supermarchés sur quoi à Chicoutimi en environ 7 ou 8. En plus, il y a des récoltes qu'on a sautées et il y a bien du stock qui s'est perdu avant qu'on existe. Puis le spot en question a fini par être brûlé, quoique pas par notre faute à nous. Tout ça pour dire que ces 16 tonnes-là qu'on a récoltées, c'est littéralement que la pointe de l'iceberg. On s'entend. Si on pouvait voir si on pouvait voir dans les compacteurs des épiceries, en fait, si on pouvait concentrer en un seul endroit, bien visible, toute la bouffe qui se perd, même juste à Chicoutimi, même rien que dans une journée, je pense que ça ferait automatiquement un assez gros scandale. Hein? Et évidemment, avec raison. Et puis ça, c'est juste pour Chicoutimi. Alors, pas besoin de vous dire que par rapport à tout ce qui se perd pour l'ensemble du Québec, la nourriture qu'on a pu sauver à date, c'est littéralement juste une goutte d'eau dans l'océan. D'où l'importance de cette vidéo, donc de faire appel à vous. Parce que manifestement, même avec tous nos valeureux efforts, le gaspillage alimentaire, c'est une problématique qui est juste beaucoup trop énorme et profonde pour qu'elle puisse se voir réglée juste par un petit organisme de région. OK, maintenant, parlons du MAPAC. Si vous voulez tuer une organisation quelconque, normalement, c'est quoi la meilleure façon? Lui couper les vivres, n'est-ce pas? Tiens donc, c'est justement ce que le MAPAC a fait, ou plutôt a essayé de faire avec nous, et ça 2 fois plutôt qu'une. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez bien ceci. Ça peut paraître étrange comme timing, mais je pense qu'il faudrait commencer par remercier sincèrement nos rares donateurs officiels, qui, comme vous pourrez voir, sont tous des députés et conseillers municipaux, à l'exception d'un 500 $ qu'on a pu recevoir de Ville-Saguenay, il y a 1 an ou 2. On a donc pu recevoir, dans l'ordre croissant, 100 $ de Richard Martel, 200 $ de Simon-Olivier Côté, 250 $ de Mario Simard, 500 $ de François Tremblay et 750 $ de Sylvain Gaudreau. Wouhou! Si on culmine tout ça, ça nous fait un beau 2300 $, soit un peu plus du tiers du 6000 $ que ça nous prend chaque année pour fonctionner, du moins selon notre comptable. Le problème, ça fait 3 ans qu'on existe. Donc tout le reste, ça vient de notre pot d'abondance qui est là, ou que je vais vous montrer en photo, et donc de nos clients, de nos utilisateurs, qui pourtant ne sont comme pas nécessairement les plus fortunés. Un jour, on a reçu un avis du MAPAC, comme de quoi nous étions en infraction, puisqu'on faisait de la vente au détail, sans pour autant détenir de permis de vente au détail. Ce qu'on leur a répondu, c'est « OK, mais depuis quand on fait de la vente au détail, nous autres? » Ils nous ont dit « Oui, parce que vous avez une boîte à dons. » Donc là, on leur a dit « OK, mais c'est parce que justement, un don, c'est un don. C'est pas une vente. » Il dit « Oui, mais pour nous autres, c'est une vente parce qu'il y a un échange d'argent. » Donc, je ne sais pas si vous aviez réalisé ça, mais le MAPAC, eux autres, ils sont tellement au-dessus de tout qu'ils sont notamment au-dessus de la langue française.
Donc, si eux autres, ça leur chante de changer les définitions du dictionnaire, ben, ils peuvent. Mais comme ils ont le gros bout du bâton, ben, il a toujours bien fallu qu'on leur achète leur fameux permis. Sauf qu'entre-temps, on aura quand même perdu plusieurs mois de financement en ayant dû enlever notre pot d'abondance. Vous allez me dire, ben, pourquoi vous n'avez pas juste pris votre permis tout de suite, question d'acheter la paix? Hein? Ben, il faut comprendre que nous, on a toujours cette fâcheuse manie de vouloir genre lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors à l'époque, notre façon de le faire, c'était d'abord et avant tout par le dumpster diving. Donc, autrement dit, on allait chercher notre stock dans les conteneurs, mais surtout dans les poubelles, ou plus précisément dans les poubelles de quelques rares supermarchés où on avait encore accès à la nourriture. Tous les autres ayant des compacteurs et des conteneurs barrés, juste pour être bien certain que ça se perde puis qu'on ne puisse surtout pas nourrir des gens qui en auraient eu bien besoin. MAPAC, lui, sa petite contribution, c'est d'en rajouter une couche en s'assurant que ce qui est dans les poubelles, ça reste dans les poubelles. Et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'ils n'auraient pas pu nous démontrer d'une façon plus éclatante qu'envers nous, puisque un beau jour, j'ai reçu un téléphone d'eux autres. Puis en gros, voici ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit « Charles-Olivier, on veut te voir dans nos bureaux. » Donc, je suis allé, puis là, ce qu'ils m'ont dit, si j'enlève le blablabla puis le jarabia, c'est « Si tu continues d'amener du dumpster au local, on va te fermer ton organisme. » J'ai dit « Ah oui, mais comment ça? » Ben oui, parce qu'ils nous auraient imposé une amende de 2000 $ plus les frais, qui est ici, mais que vous allez pouvoir voir en photo. Ce qui, surtout à l'époque, aurait effectivement signifié la mort de notre organisme. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'obtempérer. On a décidé d'obtempérer, non sans leur avoir d'abord fait part de ma façon de penser, notamment vis-à-vis d'eux. Et comme c'est comme ça que je me suis résigné à laisser les Grativores perdre ce qui était de loin leur principale source d'approvisionnement. C'était donc la deuxième fois que le MAPAC nous coupait les vivres, la première fois sur le plan financier, la deuxième fois sur le plan alimentaire. Le pire, c'est que ce que le MAPAC me dit, c'est tu sais, ça ne me dérange pas que tu fasses du dumpster, Charles-Olivier, tant que tu gardes ta récolte pour toi et les autres récolteurs. Puis tu ne l'amènes surtout pas à ton local. Parce que, puis c'est là qu'on voit le beau genre de philosophie dont est capable le MAPAC. Toute cette belle abondance que tu récoltes, garde-la juste pour toi, comme un égoïste, puis va-t'en surtout pas la partager avec les autres. D'ailleurs, encore mieux, fais donc juste la laisser pourrir dans les poubelles. Le monde selon le MAPAC. Ce qui est le plus incroyable, c'est que ça revient précisément à l'inverse de la double mission des Grativores, qui est d'une part de récupérer un maximum de nourriture, puis d'autre part de la distribuer à un maximum de personnes. Mais là, vous allez me dire, oui, mais ils font ça pour votre bien, parce que s'ils ne faisaient pas, si vous ne faisiez pas comme ils disent, vous auriez des intoxications alimentaires. Parce qu'on s'entend que c'est ça le raisonnement, n'est-ce pas? Bien, commençons par préciser que c'est pendant pas moins d'1 an et demi qu'on va avoir nourri notre monde presque juste avec du stock provenant de dumpster diving. Et quand je dis qu'on a nourri du monde, ben, c'est probablement quelque chose comme entre 1000 et 2000 personnes à peu près. Probablement plus. Et en concurrence de peut-être quelque chose comme au moins 100 visites par semaine. Compte tenu qu'en ce moment, on est à 300, ça devait être un petit peu plus à l'époque. 100 visites. Disons plus de 100 visites par mois. Ouais, minimum. Il faut dire que 3/4 du temps, le stock était quand même très propre, en très bon état. Puis de toute façon, ce qu'on disait à tous nos membres depuis le début, c'est commence par faire tremper tout ça dans l'eau puis le vinaigre pendant un bon 40 secondes, puis ensuite, tu as juste enlevé les bouts qui ne sont pas beaux. Fait que si ça, ce que je viens de dire, c'est des pratiques insalubres, donc si c'est réellement dangereux pour la santé, comment expliquer le fait qu'on aura donc nourri tout ce beau monde-là pendant 1 an et demi, jusqu'à concurrence d'au moins 16 tonnes, sans que personne ait connu le moindre réel problème de santé? Je veux dire, si c'est si vrai que ça, leur théorie, et si c'était si dangereux que ça, nos affaires, il aurait dû avoir au moins une coupe de morts, à tout le moins une coupe de sérieuses intoxications alimentaires, non? Mais
là, quand tu dis qu'on a eu juste 0 plainte de nos membres, là, je parle de plaintes relatives à des intoxications, alors qu'au début, tout le monde me disait « Tu vas avoir des plaintes! » Donc, ça, j'avais beau l'expliquer tout ça au MAPAC. Vous savez comment ils m'ont répondu? Ils se regardaient entre eux autres avec une sorte de petit air condescendant, puis ils m'ont dit Monsieur Bolduc, du moment où ça a transigé par une poubelle, pour nous, c'est impropre. Donc, les faits dont je viens de vous parler, ça ne les intéressait pas vraiment le moins du monde. Là. Parce que dans leur petit livre à eux, c'est marqué poubelle égale impropre. Bon, maintenant, il faut que je vous en compte une bonne. Dans nos premiers échanges, notamment par courriel avec le MAPAC, mon excellente co-administratrice Suzy avait réussi à mettre le doigt en plein sur un très, très gros bobo. Parce qu'étant donné que l'inspectrice lui disait qu'on n'avait pas le droit de redistribuer de la nourriture qui provenait du dumpster diving, Suzy lui a simplement demandé sur quoi elle s'appuyait pour dire ça. Autrement dit, il est où le texte de loi? Puis là, étrangement, on ne recevait pas de réponse. Mais comme on continuait de la talonner, elle a fini par nous envoyer ça. Alors, écoutez, regardez bien ça. Article 3 du MAPAC. Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la nourriture de service moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fin de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter, accepter pour transport. Donc, transporter ou accepter pour transport tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l'innocuité n'est pas assurée pour cette consommation et qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements. Donc, moi, quand on a reçu ça, moi, j'ai appelé l'inspectrice, puis je lui ai dit « Oui, mais c'est pour de la vente, ça? » Elle m'a dit « Oui, je sais. » Là, j'ai dit « OK, mais j'aime autant vous dire quelque chose tout de suite. Si vous m'envoyez une amende en cours en vous appuyant sur cet article-là, moi, je veux dire, si vous m'envoyez une amende en vous appuyant sur cet article-là, moi, je conteste en cours automatiquement. Puis, quand je dis je conteste, ça veut dire j'appelle les médias aussi. Je ne dis pas dans l'esprit de confrontation, mais c'est juste pour vous informer dans un souci de transparence afin que ça fasse partie des éléments inclus dans votre réflexion. Ils m'ont dit « Oui, je sais, ou plutôt, je dirais que je m'en doutais pas mal. De toute façon, je vais vous avouer que lorsqu'ils me sont arrivés avec ça, je leur ai moi-même répondu « Je ne m'en vais pas là-bas avec ça. » Elle a même ajouté, souvent, j'ai pratiquement l'air de la fille qui ne sait pas appliquer la réglementation de son organisme. En fait, cette inspectrice-là, était la première à admettre que cette réglementation, je viens de vous dire, lui paraissait juste trop vague, puis que c'est pour ça qu'elle a hésité à nous l'envoyer. Je ne sais pas si vous le réalisez d'ailleurs, à quel point on était alors tombé sur une excellente inspectrice, ce qui prouve qu'il y en a aussi, je ne dis pas le contraire, d'ailleurs, celle qu'on a en ce moment est très bonne aussi. Mais ce qui est plus pratique avec une inspectrice de même, c'est que ça permet de déceler et de révéler encore mieux les absurdités dont est truffé le MAPAC. Imaginez-vous qu'à un moment donné, là, regardez, écoutez ça, la dite inspectrice, alors qu'elle parlait aux hauts dirigeants, aux hauts fonctionnaires du MAPAC, dans leur tour d'ivoire à Québec, elle s'est fait dire qu'il y aurait juste en région, soit plus précisément au Saguenay, qu'on se retrouverait avec une problématique de dumpster diving. L'inspectrice a été la première à retorquer aux têtes dirigeantes que ça se peut pas qu'il y ait juste en région qu'on fasse ça. C'est sûrement pas juste en région, puis encore moins juste au Saguenay. Elle était d'ailleurs elle-même parfaitement consciente de l'existence de groupes de dumpster diving, notamment sur Facebook, ailleurs dans la province, et tout particulièrement à Montréal. Puis finalement, elle nous avait mentionné, il y a un bout que je ne comprends pas et que je veux que l'organisme comprenne. Puis après ça, c'est ce monde-là qui nous vient nous donner des ordres, puis qui prétendent savoir de quoi il parle, et ça mieux que quiconque, n'est-ce pas? Mais tout ça pour vous dire que quand ils m'ont convoqué dans leur bureau, c'est parce que cette fois-ci, ils avaient eu le temps d'ajuster leur flûte puis de se comprendre entre eux autres, ce qui nous a permis d'avoir enfin droit à leur vraie réponse officielle. Alors, à ma grande surprise, ils se sont contentés de juste me ressortir le même article 3, sauf que ce coup-là, ils ont mis le doigt sur un petit mot qui était caché dedans, le mot « recevoir », car évidemment, qui dit « donner » dit « recevoir » et vice-versa. On va relire le même article, mais je vais mettre mon accent différemment à ce coup-là.
Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, recevoir, acheter vos fins de vente, mettre en vente ou en dépôt, vos ventes, donner à des fins promotionnels, transporter, faire transporter, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à la consommation, blablabla. Avez-vous pensé un peu aux implications de cette loi-là, ou plus précisément d'une telle interprétation? C'est que tant qu'à ça, vous n'êtes même plus maître chez vous, là. Vous donnez un reste à votre voisin, mais là, c'est pas assez frais à son goût. Ben, il peut revenir contre vous auprès du MAPAC, qui, lui, s'est arrogé le droit de gérer les dons. Même pas juste les ventes, là, les dons. Ceci dit, c'est vrai que dans les faits, ils nous ont toujours démontré une tolérance, merci mon Dieu, pour ce qui est de toutes les transactions de nourriture qui ont lieu à l'extérieur de notre local. Sauf que ça, excusez, mais c'est de l'arbitraire. Oui, parce que c'est où dans l'article 3 qui est question de local? Nulle part. Donc, encore là, ça sort de leur chapeau. L'histoire que l'article 3 s'applique, mais seulement quand tu as un local. Alors, d'une part, ils s'arrogent le droit de changer la langue française puis de gérer les dons de façon universelle. Là. Puis d'autre part, si ça leur chante, ils peuvent décider d'être tolérants par rapport à telle ou telle situation, genre, oh, c'est à l'extérieur d'un local, c'est correct. Ou tel organisme. Moyenne une bonne nouvelle. Merci les rois. Tout ça pour en revenir à ce que je vous disais tantôt par rapport au permis. Parce que dans un premier temps, ils nous avaient laissé miroiter le fait que tant qu'on ne faisait que donner, et qu'il n'y avait donc aucune vente, toujours selon leur définition à eux autres, bien entendu, et donc en jouant selon leurs règles à eux autres, ben oui, il pourrait y avoir une tolérance par rapport au fait qu'on distribue du dumpster au local. Ce qui prouve d'ailleurs que non seulement eux-mêmes, en un premier temps, ne se comprenaient même pas dans leur propre réglementation, mais qu'en fait, ils faisaient justement la même lecture que nous par rapport à l'article 3. C'est-à-dire que si c'est un don, on n'est pas régi par l'article 3 et qu'il serait donc censé concerner que la vente en tant que telle. Et c'est donc précisément pour ça qu'on avait choisi d'obtempérer, de sacrifier notre pot d'abondance, notre unique vraie source de financement, pour finalement se faire dire que, de toute façon, c'était pas suffisant, parce qu'entre-temps, ils avaient changé leur fusil d'épaule. Eux autres là. Dans cette période-là, j'ai eu la chance d'avoir une fort intéressante discussion avec une personne que je connais bien, qui se trouve être en fait un avocat, qui m'avait dit « Le MAPAC, c'est de la merde. » À partir de là, voici ma question qui tue. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon. Maintenant, on va parler de moisson. Et pour commencer les choses en grand, on va aller tout de suite avec le gaspillage en tant que tel. Selon leurs propres chiffres à eux, Moisson, ils ne jetteraient que 6% de ce qu'ils collectent. Mais comme ils collectent beaucoup, je ne sais pas si vous comprenez que 6% de beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Tu sais, 6% de Jupiter, ça fait quand même un assez gros chunk, right? Bon, à partir de là, la vraie question, ça devient surtout combien de monde on pourrait nourrir juste avec ce 6%? À comparer d'ailleurs au 0%, pas mal exactement, c'est à peu près ça, là, de pertes qu'on a ici au gaspillage, au Grativore. Bon, donc, moi je ne sais pas, mais pour avoir une idée un peu plus claire de ça, je vous inviterai à juste écouter ces infos-là que j'ai simplement notées lorsqu'ils m'ont été transmises par différents bénévoles de Moisson. Préparez-vous à tachez vos bottes, puis vos tucs, puis tout le reste. La date d'expiration est passée, ils jettent. Il y a une paire de palettes de yogourt qui est passée date. Ils la jettent au complet. Humus couscous, jeté systématiquement, même pas trié. Le pain, ben, c'est donné au cochon. Supposément juste quand il est plus bon. Mais je me souviens notamment d'un témoignage de quelqu'un qui disait que plusieurs fois par semaine, c'était un bon 6 sacs de poubelle de pain qui s'en allait au cochon. Et que dans ces sacs-là, c'est pas vrai qu'il y avait juste du vieux pain moisi tout bleu, là. 100 kg de viande jetée au chien chaque jour. La viande, il achète automatiquement même congelée. Même chose pour la dinde, le jambon, même chose pour les abats. En fait, c'est pas compliqué. Il y a une bénévole qui me disait que pendant un temps du moins, il donnait la viande aux chiens, le pain aux cochons, puis les gâteaux aux ours. De telle sorte que c'est pas mal toute la chaîne alimentaire qui passait avant les humains, en gros. Là, d'après ce que je comprends, le gâteau, ils donnent à leurs bénévoles plutôt que de donner aux ours, donc.
Yay! Moyenne grosse amélioration. Enfin, c'est connu, parmi les dumpster divers du Saguenay, du moins, que le conteneur de moisson il est fréquemment plein et que c'est donc un excellent endroit pour aller fouiller. Je vais maintenant vous raconter une petite anecdote. Dans les premiers temps, qu'on essayait d'avoir un deal avec Moisson, j'avais visité leur entrepôt. Puis là, il y avait une grosse pile de boîtes noires là, en plastique. Je dis, c'est quoi ça? C'est pourquoi ça? Il dit, c'est pour le compost. Fait que je peux-tu ouvrir les boîtes? Il m'a dit, oui, j'ouvre ça. J'avais juste ouvert une. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant un beau paquet de fraises puis de bananes. Puis là, je leur ai dit, ça, là, ce que vous appelez votre compost, on pourrait-tu l'avoir, nous autres? Ils m'ont dit, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je donne ça, là, madame, je ne la nommerai pas. Déjà, je vais me retrouver dans les histoires, là, mais en tout cas, elle a quand même fait la démarche d'essayer de voir ce qu'elle pouvait faire auprès du CA puis de Banque alimentaire Québec, je ne sais pas, de tous les organismes qui les supervisent. Là. Dans un premier temps, ça allait bien. D'ailleurs, je trouve qu'elle avait eu un bon argument. Elle avait dit, de toute façon, ces gens-là, ils fouillent dans les poubelles. Donc, on s'entend dessus que même si c'est des choses qu'on destine au compost, c'est pas grande différence par rapport à ce qu'ils mangent d'habitude. Fait que je me disais, bon, c'est pas pire comme argument, elle veut que ça marche. Sauf que finalement, bien évidemment, ça n'a pas marché. Rendu au CA, ils se sont fait dire, non, on ne fait pas ça. Fait que je me dis, bon, ben, au moins, elle a essayé. Ce qui est drôle, c'est qu'après ça, comme le hasard fait bien les choses, une fois, je parlais au MAPAC au téléphone, puis ils m'ont dit que, par rapport à ce dossier-là, que quand Moisson leur en avait parlé, la directrice leur avait dit que ça les mettait mal à l'aise. Fait que moi, après ça, il faudrait que je continue de croire qu'ils sont en bonne foi par rapport à nous. Bon. Et vous savez, moi, je ne les blâme même pas pour tout le gaspillage qu'ils ont pu faire avant qu'on existe, parce que jusqu'ici, il n'y avait juste pas d'alternative. Sauf que maintenant, les grativores sont à portée de main et ne demandent que ça, de venir eux-mêmes récolter ce qu'ils auraient jeté. Ben, désolé, mais non, ils n'en ont plus de prétexte. Et oui, c'est vrai qu'ils ont les mains liées à 90% par le MAPAC, mais pas à 100% non plus. Le 10% qui reste, ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils auraient pu faire pour nous, mais qui ont choisi de ne pas faire. L'exemple du compost en est un excellent. Donc déjà que le MAPAC et les épiceries avaient fait le gâteau du gaspillage alimentaire, ils ont décidé de rajouter une belle couche de crémage par-dessus. C'est pas le fun? D'ailleurs, attendez d'apprendre ce qui va suivre. Mais d'abord, pour la petite histoire, ce qui est le fun, c'est que j'ai récemment pu enfin comprendre, toujours par un bénévole, pourquoi le pain s'en va au cochon et pourquoi le compost s'en va au compost. C'est que dans les deux cas, ils sont rémunérés. Donc, avez-vous dit mettre le profit et la rentabilité en avant de la lutte au gaspillage et à la pauvreté? Ah ben, si c'est vous qui le dites. Ah oui, et petite note en passant, là, ils vont fort probablement m'accuser de lancer de fausses accusations. Probablement m'accuser de lancer de fausses accusations, notamment par rapport au gaspillage. Alors, voici ce que je leur réponds d'avance. Comme je disais, ça, c'est des infos qui viennent de vos propres bénévoles. Alors, de un, ça se peut que ce soit trompé. Je ne dis pas le contraire. Moi, je fais juste fonctionner avec les infos que j'ai reçues. Puis, puisque de toute façon, c'est certainement pas vous qui allez rendre public ce genre d'informations-là non plus, n'est-ce pas? Et de deux, vous savez, il y a une façon très claire et simple de faire en sorte qu'on s'entende tous sur une même version des faits. Vous avez juste à me laisser entrer dans votre entrepôt et vous inspecter dans votre travail pendant, disons, je ne sais pas moi, une bonne semaine. D'abord, vous vous réserviez bien le droit de nous inspecter, nous, quand on vous fait une demande. Alors, donc, en principe, vous devriez être à l'aise avec le fait que ça s'applique à vous aussi, n'est-ce pas? Oui, parce que pour nos chers téléspectateurs en ondes, il faut que vous sachiez que quand on fait à Moisson une demande de reconnaissance de notre organisme, leur inspection du local vient s'ajouter à celle du MAPAC. Ah oui, parce qu'autrement dit, le MAPAC, on s'entend qu'ils ne doivent pas vraiment savoir de quoi ils parlent, eux autres. Là. Puis on s'entend bien sûr que Moisson, c'est bien au-dessus du MAPAC, en partant. C'est pour ça que quand le MAPAC est venu nous inspecter, d'un, ça a pris pas plus que 2 semaines pour qu'ils viennent. De deux, ils nous ont dit bravo, très beau local, merci, bonsoir, 10 sur 10. Sauf que là, c'était pas suffisant.
évidemment. Ah non, parce qu'il fallait bien que Moisson passe lui aussi afin d'inspecter le local au cas où. C'est juste qu'eux autres, c'est bien plate, mais il y avait juste pas le temps. Et comme il n'y avait donc pas le temps de faire cette inspection-là, dont on s'entend qu'elle est absolument indispensable, ben ça repoussait encore davantage le traitement de notre demande. C'est pratique pareil, hein? OK, là, on va parler ce que je parlais tantôt quand je parlais de détournement de l'aide alimentaire. Je vais commencer par mentionner quelque chose que peut-être vous ignoriez. Les bénévoles chez Moisson reçoivent, en échange de leur bénévolat, 1 kg par heure de nourriture. Et je vais tout de suite mentionner que je ne suis même pas en désaccord avec ça, OK? Avec le principe, du moins. Parce que, comme au Grativore, je veux dire, on est d'accord, on trouve que c'est normal que les bénévoles s'en prennent eux aussi. Puis d'ailleurs, je suis absolument d'accord avec le raisonnement que ça peut juste aider à consolider un noyau de bénévoles fidèles et expérimentés. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que de l'aveu de la directrice elle-même, à Moisson, ils prévoient eux-mêmes réviser ça. Ce qui semble donc clairement démontrer qu'eux-mêmes trouvent qu'il y a peut-être quelque chose d'excessif là-dedans. D'ailleurs, jusqu'ici, ils pouvaient se prendre en plus de ce que je viens de dire, 2 desserts, plus 3 pains et des bananes à volonté. Sauf que ça vient d'être suspendu, ce qui montre, là encore, qu'ils semblent même reconnaître une certaine situation d'excès. Et comme je vais dire, c'est banal. C'est mineur comparé à ce que je m'en vais vous dire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Moisson-Saguenay, celui qui a parti ça, c'est l'abbé Léonce Bouchard, un homme qui a toujours eu ma plus haute admiration, qui a même été une sorte de role model pour moi, notamment dans le contexte des Grativores, que je suis d'ailleurs allé rencontrer il y a 2 ans, ce qui m'a même valu de recevoir sa bénédiction par rapport aux Grativores. Sauf qu'avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il a peut-être fait une petite erreur au moment même de la création de Moisson. Il me l'a même avoué candidement quand je l'ai rencontré. Pas qu'il a fait une erreur, mais il m'a dit que quand ils ont créé Moisson, ils ont décrété, à ce moment-là, que ça serait pratiquement jamais accessible aux individus, mais seulement aux organismes. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'en s'ouvrant aux individus, le monde, bien entendu, allait abuser. Sauf qu'inversement, s'ils viennent, c'est peut-être parce qu'ils en ont besoin aussi. Oh! Fallait y penser. En résumé, les individus, eux autres, c'est des profiteurs. Et conséquemment, on leur ferme la porte. Mais les organismes, eux autres, non. Jamais qu'ils pourraient être des profiteurs, n'est-ce pas? Conséquemment, on va leur donner toute la nourriture collectée. On va les laisser gérer ça comme ils veulent, en ayant la foi quant au fait qu'ils ne vont justement pas en profiter. Comme si ce n'était pas plutôt la voie royale pour garantir qu'ils finissent par y avoir du profitage. Alors, plus concrètement et spécifiquement, comment ça fonctionne, Moisson? Bien, comme on a pu voir plus haut, eux autres, ils collectent la part du lion, la crème de la crème. Puis qu'est-ce qu'ils font avec cette crème-là? Bien, ils ne vont quand même pas la distribuer, comme je disais, à de simples pauvres kidam. Non, ils vont plutôt la donner à des organismes, et plus précisément à ces organismes-là. Document que vous êtes censé voir à l'instant. Parce que ça, c'est quoi? C'est la liste, justement, des organismes récipiendaires de Moisson. Et pour en faire partie, il faut faire quoi? Il faut leur faire une demande, attendre qu'elle soit processée, puis bien sûr recevoir une réponse positive. D'ailleurs, tantôt, on va regarder ensemble ce qui s'est passé avec la demande des Grativores. Vous allez voir que c'est vachement intéressant. Mais avant ça, et avant même de jeter un coup d'œil à cette liste-là, commençons par repenser un peu encore à ce raisonnement-là de ne donner qu'à des organismes. Comme si c'était une garantie que la nourriture allait ainsi s'en aller directement aux vrais pauvres. Et donc à ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Là. Tu sais, je ne sais pas si vous vous êtes déjà parti à un organisme, vous autres là, mais disons que ça ne se fait pas en un tournement non plus. Donc, si tu as les aptitudes organisationnelles pour te partir à un organisme, et surtout si tu as toute la structure et l'équipe, et fort probablement le financement pour te partir à un organisme, bien, une chose est sûre, c'est que toi, tu n'es pas un pauvre. Hein? Puis eux autres, s'ils ont les aptitudes pour faire un organisme,
ils doivent bien avoir aussi les aptitudes pour obtenir du financement, non? D'ailleurs, s'ils ont du financement, en principe, s'ils veulent vraiment de la nourriture, ils devraient avoir les moyens de s'en trouver, non? Pourtant, c'est eux qui ont accès à toutes les récoltes de moissons. Et juste eux qui ont accès. Les pauvres, eux autres, c'est zéro accès. Là. De plus, on peut remarquer qu'on se retrouve en partant avec deux catégories de pauvres. Ceux qui ont la chance, ou plus précisément le privilège, l'insigne, d'être suivis par un organisme récipiendaire de moissons. Et les autres, les vulgaires va-nu-pieds, qui, eux, dans le fond, se font dire quoi? Mais ils se font dire, pourquoi on te donnerait? T'es rien qu'un pauvre de même. T'es même pas suivi par un organisme, ou plus précisément par un de nos organismes. Alors, en gros, le raisonnement, c'est qu'on ne va quand même pas donner à des personnes physiques, dégueu. On s'entend dessus que c'est tellement plus beau et plus chic de donner à des personnes morales à la place. C'est plus noble, plus élevé, comme l'étaient les nobles au Moyen Âge. Et tout comme au Moyen Âge, si un paysan s'approchait trop proche d'un noble sur son cheval, il se faisait repousser d'un coup de pied en se faisant dire « arrière manant », ben, le pauvre, lui, s'il se présente chez Moisson en 2021, il va lui aussi être reçu avec une fin de non-recevoir. Remarquez, je dis que les pauvres ont zéro accès à Moisson, sauf qu'il y a quand même la possibilité d'un dépannage d'urgence. Sauf que pour ça, il faut être rencontré par des intervenants du CLSC qui vont te cribler de questions juste pour être sûr que tu as vraiment besoin d'un tel dépannage. Hey, pour ce qui est de te sentir humilié, c'est quand même assez top, hein? Donc, c'est sûr que si ta maison a passé au feu, ça risque de bien aller, mais autrement, mettons que tu vas y penser à deux fois avant de faire une demande au CLSC. Hein? Bon, maintenant, si nous jetions enfin un coup d'œil à cette fameuse liste. Je vais regarder juste pour la section de Chicoutimi ici, OK? Je vais prendre juste une petite sélection mérite. Essayez de réfléchir pendant que je vous dis si vous trouvez que ça a le rapport à l'aide alimentaire, ou que ça devrait avoir rapport. L'Association des locataires de HLM de Chicoutimi, le Centre de formation générale des adultes des Rives du Saguenay, le Centre des enfants, le Centre féminin du Saguenay incorporé, l'école Saint-Antoine de Saint-Exupéry, les Jardins du coin, Macadam Chicoutimi, le Séjour Marie Fitzbach et la Société de l'autisme région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Prenons par exemple le cas du Séjour Marie Fitzbach. Un organisme que tout mon respect, c'est pas ça le point. Est-ce que je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait un organisme dans la région pour s'occuper des femmes victimes de violences? La réponse est oui. C'est juste que je me demande, en gros, d'un, si tu es une femme puis que de deux, tu as été victime de violence, ben là, c'est comme, ce que ça me dit, ça, c'est bravo parce que tu vas avoir droit à de l'aide alimentaire. Mais si tu n'as pas eu la chance d'être, pour ainsi dire, d'être victime de violence conjugale, bien, tout bad pour toi, tu n'auras pas d'aide alimentaire. Mais qu'est-ce qui dit que toutes les femmes victimes de violence ont besoin d'aide alimentaire? Ou que toutes les personnes qui ne sont pas victimes de violence conjugale n'ont pas besoin d'aide alimentaire? Et ces femmes-là, mais pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas simplement être référées à un autre organisme qui, lui, est spécialisé en aide alimentaire, advenant qu'elles en ont besoin? Pourquoi ils ne pourraient pas juste prendre leurs pieds et se rendre à l'autre place? S'ils ont été capables de se déplacer pour se rendre à la maison de Marie Fitzbach, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi se déplacer pour aller ailleurs? Et d'ailleurs, c'est quoi le raisonnement ou la logique au départ? Pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix mélanger les vocations? Combiner l'aide alimentaire avec autre chose? Nous, on est un organisme qui aide les gens d'une façon X, soit plus précisément d'une façon qui n'a aucun rapport avec l'aide alimentaire, genre Marie Fitzbach. Donc, on a le droit d'avoir l'aide alimentaire. On a le droit de faire de l'aide alimentaire. Alors, si on suit ce raisonnement, pourquoi est-ce que ça s'appliquerait juste à eux? Je veux dire, parce que dans ce cas, il devrait y avoir un millier d'autres organismes qui devraient aussi avoir le droit de faire de l'aide alimentaire, non? L'hôpital pourrait aussi dire que nous aussi, on aide le monde. L'astuce pourrait en faire de même. L'aide juridique, Alouette. Et pendant ce temps, un organisme comme nous, qui lui se consacre à 100% à l'aide alimentaire, ben lui, il ne reçoit pas de nourriture, par exemple. Mais non. Donc, tout le monde a le droit de faire de l'aide alimentaire, sauf ceux dont la mission est d'offrir de l'aide alimentaire. Pour être logique, c'est logique, hein?
Il y a comme deux façons de le voir. Un, on ne peut pas vous donner de nourriture parce qu'on donne déjà un paquet d'organismes qui n'ont rien à voir avec l'aide alimentaire. Tout bad. Ou deux, on ne vous donne pas de nourriture parce que vous autres, vous êtes juste trop plates. Vous faites juste de l'aide alimentaire. Vous ne faites même pas autre chose en plus. Tu sais, le travail de rue, par exemple, ils font justement du travail de rue en plus de l'aide alimentaire. Donc, c'est tellement plus cool de leur faire distribuer de la bouffe à eux autres. Il faudrait donc qu'on se trouve un créneau autre que l'aide alimentaire si on veut pouvoir recevoir et redistribuer de l'aide alimentaire. C'est pas compliqué. C'est sûr qu'ils vont vous dire que des pauvres, il y en a tout plein aussi, mais sauf que dans le genre de système et de fonctionnement que je proposerais, du moment où il serait question d'aide alimentaire, les pauvres dans le besoin, il y aurait juste à nous les envoyer parce que tout serait centralisé à un même endroit. OK? Puis là, est-ce qu'il y a de l'abus, peut-être, dans les dons qui sont faits aux organismes? Autrement dit, qu'est-ce qui nous dit que le pauvre, il ne reçoit pas, mettons, plus que ce qu'il a besoin, qu'il n'y a pas d'exagération ou de gaspillage, et que ça ne profite donc pas aussi aux autres bénévoles de l'organisme en question? Bien évidemment, rendu là, on n'a juste pas le choix de se fier sur leur parole, parce que de toute façon, c'est confidentiel, privé, et il n'existe aucune donnée publique à ce sujet. On s'entend que si on voulait créer un meilleur contexte pour des abus, je ne vois même pas comment on pourrait faire. Fait que, autre petite parenthèse, à un moment donné dans le processus, on a eu une association, les Gratitudes, avec un autre organisme que je ne nommerai pas, évidemment, puis avec le projet de faire une cuisine collective. Bien sûr, ça tombait bien parce que cet organisme-là est sur cette liste-ci. Donc, ils pouvaient recevoir des moissons pour les cuisines collectives. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils donnaient tellement de nourriture qu'on se ramassait vraiment avec des surplus qui, par la force des choses, est devenu une sorte de fournisseur par la bande et par la porte d'en arrière pour les gratuitoires. Là, en ce moment, vous êtes censé voir les photos des récoltes que j'obtenais dans le cadre de ce partenariat-là. Et souvenez-vous, quand vous regardez ces boîtes-là, souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. On était censé faire des cuisines collectives. Dites-moi, je ne sais pas si vous voyez un peu le contenu des boîtes, puis vous me direz après ça si pour vous, c'est du stock qui a rapport à une cuisine collective. Une cuisine collective, je ne sais pas, moi je pense des produits de base, de la farine, ça. Tout est son contraire. Là. C'est vraiment, tu vois que c'est des boîtes standards, où est-ce qu'il y a un peu de tout, des produits transformés, puis dans des quantités assez phénoménales. On ramenait 3/4 de ça au Grativore après. Et puis d'ailleurs, déjà, ça vous donne une idée de ma question quand je posais tantôt, à savoir s'il y a des abus. Mais de deux, ça amène aussi à réaliser c'est quoi qui se passe quand on fonctionne comme eux autres. C'est-à-dire que on est toujours en train de prétexter qu'on sait mieux que le bénéficiaire ce dont il a besoin. Or, on est constamment en train de prouver le contraire. Parce que là, autrement dit, c'est tous les bénévoles de moisson qui font les boîtes. Il faut qu'ils devinent c'est quoi les besoins de la personne, qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, je veux dire, même si on leur donne des instructions, ils ne suivent pas vraiment. À comparer avec ce qui se passe ici, où est-ce que c'est du libre-service, puis les gens vont y aller, donc forcément, en fonction de leurs besoins, ils n'en prennent pas plus que ce qu'ils sont censés. D'ailleurs, c'est exactement ça qu'on leur demande de faire. Puis au bout du compte, ça serait un peu dur de leur reprocher. Comment ils peuvent savoir exactement ce dont le bénéficiaire a réellement besoin, surtout qu'ils ne le connaissent même pas? Un dernier exemple. Il y avait certaines récoltes, à un moment donné, parce que pendant un bout, ils nous donnaient des petites récoltes ponctuelles, des restants qu'il y avait, moissons. Puis là, à un moment donné, on arrivait et ils disaient « Ah non, finalement, on a tout donné à des écoles, donc ça va bénéficier. » Puis ils étaient tout heureux de me dire « Ça va bénéficier à des enfants. » Donc là encore, ça s'en va à des gens ou à des organismes qui ne sont pas exactement des pauvres. Je veux dire, j'ai rien contre les enfants, là. J'adore mon fils, puis je suis prof, puis tout, là, mais je veux dire, j'ai été prof. Mais s'il y a une différence entre des écoles, des enfants, puis des pauvres. Là, donc, tu sais, quand on regarde ça, c'est comme, pourquoi donner à des pauvres quand on pourrait donner à des gens qui ne sont pas pauvres? Parce qu'on s'entend dessus qu'il ne faudrait quand même pas donner aux pauvres non plus. Je veux dire,
On dirait que c'est comme un réflexe, une sorte d'automatisme. On dirait qu'ils ont comme le dégoût de donner aux pauvres, mais c'est évidemment juste une perception personnelle, peut-être. Bon, maintenant, parlons de notre cas à nous. J'ai commencé par vous citer, en fait, un cas d'une autre personne qui est située dans une autre région du Québec, puis qui, lui aussi, se partait d'un organisme, qui a fait une demande à Moisson, je pense, de Québec à ce moment-là, Moisson Québec, puis ils ont dit, ils se sont fait répondre, ça prend 1 an. Donc, comme je disais, je parlais ici de quelqu'un d'autre, question de montrer que c'est pas juste nous, mais on s'entend qu'ils nous ont dit la même chose à nous aussi. Donc, au moins, ce qui est le fun de voir, c'est qu'il y a une sorte de cohérence entre les différentes moissons du Québec. Même que dans notre cas, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça prendrait au moins 1 an. À un moment donné, ils m'ont même dit, il y en a 12 qui attendent avant toi. Fait que, tu sais, c'est ça. Hein? Donc, excusez, pardon, hey, vous avez une liste d'attente qui n'en finit plus, puis vous n'êtes juste pas capable de répondre à vos obligations à ce niveau-là. Bravo. Sans parler de l'éternel prétexte de « on est tellement dans le jus, on est tellement débordés ». Pauvres vous autres, hein? Parce que c'est tellement vous autres d'abord qui fait pitié dans la société. Tu sais, je veux dire, c'est pas les pauvres qui vous empêchez d'avoir accès à la nourriture. Non, non, c'est vous qui faites pitié. Dans le fond, le message est clair. On n'a pas le temps de rencontrer personne. Point. Fais-nous pas de demande, ça ne donne rien. De toute façon, on n'a pas le temps de les traiter. Mais ça, est-ce que c'est de l'incompétence ou c'est juste un manque de préoccupation? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je me demande surtout, c'est comment un tel raisonnement ou une telle façon de procéder pourrait moindrement tenir le coup dans le secteur privé. Je veux dire, tu t'en vas au McDonald's, tu dis, je voudrais un Big Mac, tu dis, on n'a pas le temps. Ou, tu sais, peut-être dans 2 semaines. Ou, tu sais, tu as une crise de cœur, puis tu dis, non, on est occupé. Mais ça, l'aide alimentaire, c'est quand c'est le temps de nourrir des pauvres, ça a l'air que ça ne presse pas là. Puis, comparons à notre cas, mettons, si un fournisseur, moi, qui m'appelle, dit Charles-Olivier, on aimerait donner au grativore, OK, on commence quand demain? Quelqu'un veut se débarrasser un nouveau point de chute, je dis OK, prends-toi un frigo, puis mets-le là, puis c'est parti, mon kiki. Là, vous allez me dire ouais, mais c'est ça, vous êtes broche à foin. Je ne sais pas, mais venez pas me dire qu'on n'est pas efficace, par exemple. Donc, déjà là, on peut voir que Moisson se comporte tout simplement comme le monopole qu'ils sont. S'ils n'offrent que peu ou pas de services à ceux qui leur font des demandes de reconnaissance, bien, ce n'est pas leur problème à eux. En fait, c'est le cas de le dire, parce que pour toutes les autres personnes ou institutions concernées, c'est bel et bien un problème. Il y a même un gros problème, mais pas pour eux. Bon, maintenant, parlons enfin de notre fameuse demande. Notre demande à l'effet que nous puissions en faire savoir, en fait, nous voir inclus à cette fameuse liste-là. Si je me souviens bien, c'était en juillet 2019 qu'on l'a fait, notre demande. Et là, je vais vous passer tous les détails de toutes les fois où on les a relancés pour savoir où on était par rapport à notre demande, parce que déjà que cette vidéo est là, si je fais ça, c'est vrai que vous allez décrocher et que je vais vous perdre forever. Du reste, notre réponse définitive, on a fini par l'avoir. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même ouvrir quelques petites parenthèses. Une fois, on était au local, à notre local précédent à ce moment-là, quand ils ont fini par venir faire la visite, j'ai eu une discussion intéressante avec les responsables de Moisson. Parce qu'ils m'ont dit, là, Charles-Olivier, c'est quoi là, ton organisme? Là? C'est quoi sa mission? Là? Qu'est-ce que tu veux faire avec la nourriture qu'on donnerait? C'est pourquoi faire? C'est une question philosophique. Là. J'ai dit, peut-être pour, je sais pas moi, honorer nos 2 missions qu'on a depuis le début, soit lutter contre le gaspillage alimentaire d'une part, puis rendre la nourriture accessible à un maximum de personnes. Ce qui revient donc, dans le cas de la 2e mission, à faire un peu de l'aide alimentaire, du dépannage alimentaire, comme les autres organismes. Ils m'ont dit, non, mais c'est pas. Ils m'ont dit, non, mais c'est pas ça, votre mission, vous. C'est juste de ramasser les restes. Comment dit? Ils ont dit, oubliez ça tout de suite là, que vous fassiez de l'aide alimentaire. Non, mais parce que ça n'a pas rapport avec vous de toute façon. Mais peut-être qu'on pourrait envisager de vous donner nos restes. C'est comme si c'était Moisson qui décidait de notre mission, là, essentiellement. Là. Ou plus précisément, qui décide de faire sauter une de nos 2 missions. Il nous dit celle-là n'est pas pertinente. Là. Du moment que ça ne fait pas leur affaire. Puis c'est ça. Puis ce qui va nous dire, si vous êtes chanceux, vous aurez peut-être droit aux miettes qu'on voudra vous laisser, mais vous n'allez quand même pas pousser votre loc jusqu'à oser nous demander de vous donner de la nourriture pour que vous puissiez ensuite la redistribuer ça aux pauvres, plus globalement, à monsieur et madame tout le monde, comme c'est ce qu'on fait ici.
Autrement dit, vous n'allez quand même pas oser faire du dépannage alimentaire ou de la redistribution alimentaire, surtout que nous, on en fait déjà et on le fait tellement bien d'abord. D'ailleurs, on va y revenir en fait. Autre petite anecdote. Une fois, j'avais dit à la directrice, j'ai dit, parce que je voyais venir un peu la situation que je vais décrire après, là, j'avais dit, écoutez, madame, si vous tenez à ce point à appliquer votre procédure à la lettre, là, celle-là qu'il faut attendre la reconnaissance pour recevoir, je dis, soit, mais ça ne vous empêche pas, de façon non officielle, par la porte d'en arrière, de façon ponctuelle et au besoin, de nous donner vos surplus que vous ne savez pas quoi en faire. Dans le genre, quand vous les auriez jetés de toute façon. Puis quand vous ne savez même pas, je veux dire, c'est ça. Autrement dit, on ne demande pas de passer avant les autres, avant vos chers organismes. On demande juste à voir ce qui aurait été jeté de toute façon. Mais, tu sais, je disais ça, mais ça semblait pas coller, là. Ça semblait pas, il n'y a pas de oui, pas de non. Mais c'est ça, comme je disais, il faut croire que j'avais eu des dons prémonitoires parce que cette situation-là est finalement venue à se produire, pas à cause de la direction, mais du personnel en arrière. Parce qu'il faut comprendre, il y a des bons bénévoles à la moisson. Puis il y a notamment une très bonne personne en arrière qui, elle n'aime pas ça jeter. C'est plate. Fait elle nous contactait directement. Elle disait, les grativores, on jette un gros paquet de muffins anglais, on jette un gros paquet de bananes, un gros paquet de lait. Pouvez-vous venir le chercher, s'il vous plaît? Nous, puis aussi un autre groupe qui existait à l'époque. Avec plaisir, youpi! Allons-y donc. Fait qu'on a fait ça une couple de fois. Sauf que, devinez ce qui s'est passé. La dite bénévole s'est fait arrêter, s'est fait remettre à sa place par qui? Par la direction. Puis c'est quoi qu'ils lui ont dit? Ils ont dit, ben non, fais pas ça, donne-leur pas. Parce que, à quoi ça sert qu'on a une procédure si on la suit pas? Elle a dit ça pour vrai. Donc tu sais, c'est ça. C'est la procédure avant tout, là. Puis c'est alors. Puis le pire, c'est que c'est même pas la dernière étape de la saga, OK? Parce que là, par la suite, Moisson, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle les vendredis du pain. Ça consistait à... Ils ont commencé ça en été, là. Il faisait chaud dehors, 3 heures par jour, ils mettaient le beau grand stock au grand soleil, 3 heures, du lait des fois là-dedans. Dans la rue en arrière, pour redistribuer publiquement. Juste pour dire qu'ils ne nous le donnaient pas à nous autres, là. Tu sais, où est-ce qu'on a des frigos réfrigérés? Non, il fallait que ça reste au soleil dehors. Puis là, nous, je veux dire, on est connus, le monde, il y a un achalandage ici, c'est un endroit public, les gens viennent ici pour ça. On s'entend que là, le stock a plus de chances de partir ici que dans la rue en arrière de chez eux. Les autres, ils font 3 heures. Nous, ils restent ici jusqu'à ce qu'ils soient partis et coulés. On va tout faire pour qu'ils soient coulés jusqu'à la dernière goutte. Mais d'autres, il fallait vraiment qu'ils gaspillent un de leurs bénévoles pour ça, à le mettre dehors. Non, c'est notre projet. Puis c'est eux autres qui viennent nous dire qu'on les compétitionne, puis qu'on compétitionne les organismes. OK? C'est correct, là. Non. Puis là, on s'est dit, OK. Là, on s'est rendu compte qu'après les vendredis du pain, qu'est-ce que vous pensez qui se passait? Il restait plein de stock. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Vous devinez la suite. Donc, on s'est dit, hey, qu'est-ce que vous diriez avec la bénévole en arrière, évidemment? Moi, je ne passais plus par en avant, là. Qu'est-ce que vous diriez si on vient chercher ce qui reste? Elle m'a dit, oui. Tu as juste à venir à 3 heures. Puis, fait que là, c'est devenu notre école principale pendant un bout. C'était du stock, là. Puis là est arrivée la COVID. Mais ça, là, la COVID, c'était en mars 2020. Là, en novembre, quelque chose comme ça, là, 2020, là, on était passé en zone rouge. Là, fait que là, quelques semaines après, ils me disent, OK, fin des vendredis du pain à cause de la COVID. Là, on s'est dit, là, sur le coup, on a fait, non, correct. Là, on s'est dit, ouais, mais non, c'est sûr que vous devez continuer à acheter. Je veux dire, tous les vendredis, vous avez des surplus, fait que, vous devez continuer à en avoir. Fait qu'on s'est dit, écoutez, si ce qui vous tanne, c'est les contaminations par COVID,
pourquoi pas juste mettre le stock dehors sur des palettes? On va quand même pas contaminer vos palettes. Ah! T'es piégé, là. Fait que là, je n'ai parlé à une excellente bénévole en arrière. Elle a dit, c'est une bonne idée, je vais en parler à la direction. Reviens-moi là-dessus mardi. Je rappelle mardi. Cette journée-là, j'avais passé ma journée à... Lundi, mardi, j'avais passé ma journée à tenter de rejoindre une moisson. Sans succès. D'habitude, j'appelle la secrétaire, mais ça fonctionne. Mais il me dit, ah non, ils ne sont pas disponibles. Même si je demandais à la bénévole en arrière, elle dit, ah non, ils ne sont pas disponibles. À la fin, puis là, j'ai appelé, ça ne répondait pas. Puis là, ce que j'ai appelé, c'est ça. Fait que là, c'est pas dans leur habitude. Fait que là, j'ai dit, ben, j'ai fait ni une ni deux. J'étais allé en arrière, j'ai sonné. J'ai demandé à voir la bénévole qui était en arrière. Pas de réponse, j'attends là 10 minutes. Finalement, c'est la direction qui sort. Les deux directrices me disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Charles-Olivier? Je dis, ben peut-être me donner suite par rapport à ce dont la bénévole en arrière vous a parlé, puis qu'elle m'avait proposé de faire, puis qu'on était censé commencer peut-être à regarder aujourd'hui. Peut-être que ça, vous pourriez me répondre. Écoutez bien ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu, non, parce qu'on ne donne pas à des particuliers. Là, c'est vrai ce que je vous dis. Là. Ça, là, c'est comme... C'est leur bouche qui a dit ça, c'est dans mes oreilles. C'est juste pas filmé. Là. Fait que là, moi, j'étais un particulier. Les autres, ils ne savaient plus. Ils avaient oublié que je suis le président-directeur général d'un organisme qui existe depuis 2 ans. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Ouais. Petite question comme ça. Trouvez-vous que c'est un organisme, avec juste ce que je viens de vous dire comme ça, là, qui est sérieux et conséquent dans sa supposée volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire et la pauvreté? Je vous laisse y penser. Dernière étape de la saga, ou presque. Je me retrouve à être, pour la première fois que je participe à une réunion du comité de sécurité alimentaire de Chicoutimi, qui était par Zoom à cause de la COVID. Puis je vois que la directrice de moisson est là. Puis là, à la fin, là, la directrice, moi je sais, je ne veux pas me fâcher, je ne veux rien dire. Ça. À la fin, elle dit, on a beaucoup de stock, hein, on a beaucoup de stock, là, si vous pouvez nous aider à écouler notre stock. Et j'ai pas pu me retenir, j'ai dit, ben, si vous avez trop de stock, peut-être qu'on peut venir le chercher. D'ailleurs, pendant que je vous ai là, ça se pourrait être pas pire que vous me donniez votre réponse par rapport à la demande qu'on a faite. Ça fait, genre, c'était en juillet 2019, là ça c'était en novembre, en décembre 2020. Là. Ça fait plus qu'un an, c'est ça. Parce que, puis ça fait plusieurs semaines que je la relançais, il n'y avait pas de réponse. Là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ben là, Charles-Olivier, là, c'est vraiment là, pas l'endroit, puis c'est pas le moment de parler de ça, là, tu sais. Puis je me suis fait dire, d'autres personnes m'ont dit, ouais, vous devriez régler vos affaires en privé. Oui, c'est juste que j'écris, mais elle ne me répond pas. Elle dit, Charles-Olivier, je te l'ai déjà envoyé, je vais te le renvoyer. Je dis, yeah, merci! Vous allez voir mes courriels, je n'avais rien reçu, là. Mais puis là, je l'ai relancé, puis là, elle me réécrit. Puis elle m'a enfin donné ma réponse que vous êtes censé voir en ce moment à l'écran. OK? Avant de commenter sur le contenu de cette réponse, je vais faire une autre petite parenthèse. OK? Ce ne sera pas long. Là. Ce coup-là, on va aller du côté de Ville-Saguenay. Parce qu'on avait fait, moi puis notre CA, puis surtout grâce à mon excellente co-administratrice, pour ainsi dire, Marie Dufault, on a travaillé très, très fort pour faire une demande de reconnaissance de notre organisme auprès de Ville-Saguenay. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça, c'est un chemin de croix. Il y a 3/4 des organismes, en tout cas plusieurs organismes qui s'essayent à faire ça, qui abandonnent en chemin, tellement que c'est d'une complexité, d'une lourdeur bureaucratique absolument infinie. Là. Mais on a réussi à nous rendre jusqu'au bout. Sauf que, là encore, on a été refusé. Mais là, la réponse, j'ai eu par téléphone avec Mme Valérie Girard de Ville-Saguenay. Okay? Écoutez bien les arguments qui ont été évoqués pour nous refuser.
Il nous manquait des documents, supposément. Là, il manque des documents. Les gratitudaires, vous n'avez pas donné tous les documents. Je dis, ah oui, qu'est-ce qui manque? Il manque le procès verbal de la dernière AGA. Je fais, il me semble qu'on l'avait fourni. Là, j'ai rappelé Marie, je dis, t'avais-tu fourni le document? Elle dit, ben, non seulement elle a fourni, elle a appelé la madame à chaque fois pour être sûre qu'on avait tout. Qu'elle avait bien reçu qu'est-ce qu'on avait fourni. OK, c'est bon. Déjà, c'est. En tout cas, non. Passer au prochain point. Il nous dit, dans les conditions que vous n'avez pas remplies, il y a être en règle avec les organismes gouvernementaux existants. Elle me dit, vous savez que vous êtes régi par le MAPAC. OK, donc on n'est plus en règle avec le MAPAC, là, moi? Je ne savais pas. C'est le fun d'en être informé par la fille. Mais j'ai tous mes rapports d'autorisation du MAPAC. De toute façon, au pire, ça se serait su. Au pire, on aurait eu une amende. C'est des grosses accusations, là. C'est des grosses accusations fausses, là. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Prochain point, ils ont dit, vous êtes non conforme pour ce qui est d'assurer les activités à l'ensemble du territoire parce que... Okay, donc, pour reprocher d'être trop concentré, les bénévoles, les gratitudaires. Je ne connais même pas un organisme d'aide alimentaire qui est plus étendu que nous. Là. Dans ce moment, ça arrive nord de Alma à Sainte-Rose, puis ça arrive sud de L'Anse-Saint-Jean à La Rouche. Là. Je veux dire, vous irez voir sur notre groupe, là, les gratitudaires du Saguenay, là, Facebook, là, je pense qu'on est rendu à 10 points de chute. Là. Ils m'ont dit, ça ne couvre pas assez le territoire. Et, écoutez ça, ils ont dit, parce qu'on sait que vous, c'est beaucoup concentré à la baie. Encore une fois, je ne vous mens pas, là, elle me dit ça, la baie. La baie, là, on a un point de chute là-bas, là, mais la bénévole qui est là-bas est vaillante, elle est à la base de Bagotville, c'est pas l'endroit qui circule le plus, mais on continue d'avoir un point de chute. Mais là, de dire qu'on est centré à la baie... OK. C'est vraiment du n'importe quoi total. Mais bon, OK. Fait que ça vous donne une idée de la crédibilité là, de ces réponses-là, OK? Bon. Venons-en maintenant au cœur de la question, l'accusation centrale qu'ils nous ont faite, là. Les deux. Là, au moins là-dessus, là, ça, ils se comprenaient. Là, ils ne disaient pas juste n'importe quoi, là, soit Moisson ou la ville. C'est quoi? Notre crime, c'est qu'on se retrouve en situation de dédoublement. Parce qu'on n'a pas démontré le caractère exclusif, étant donné qu'il y a beaucoup d'organismes qui offrent déjà dans ce domaine-là. Avant d'examiner ça en détail, commençons tout de suite par comprendre ce que ça veut dire en bon français. Parce que ce que ça veut dire en bon français, c'est qu'en gros, on est inutile. Right? Donc, c'est les 60 tonnes de bouffe qu'on a sauvées, les 7000 visites à notre local, dans le fond, ça compte pas. Puis, ça a juste vraiment pas de différence, aucune différence à nulle part. Ben oui, parce qu'ils ont... que les incalculables heures de nos bénévoles, dans le fond, ils ont été essentiellement jetés dans le feu. Dans le fond, on est pas mal toute une gang de caves parce qu'on fait tout ça pour rien. Ben oui, parce qu'eux autres, ils faisaient déjà ce qu'on faisait, puis on s'entend que ça sous-entend que ce qu'ils faisaient, ils faisaient au moins aussi bien, sinon mieux que nous. Voyons donc si c'est le cas. Quand on regarde la fameuse liste, le seul service qui se rapproche réellement du nôtre, c'est celui du dépannage alimentaire, qui avait ce local-là avant, puis qui, j'estime, je respecte. Okay? Donc, le dépannage alimentaire est effectué par le travail de rue. J'oserais même dire que le dépannage alimentaire, dont je parle, ça représente un peu le seul vrai gros accès des pauvres au stock de moissons. Les pauvres réguliers, là, qui ne sont pas suivis par un organisme, des petits pauvres de base. Mais même là, le dépannage alimentaire, en tout cas, je ne sais pas si c'est rendu quoi aujourd'hui, mais dans le bon vieux temps, c'était 2 heures par semaine, donc une seule journée par semaine, de 1 à 3 le mardi. Si tu compares, mettons, avec nous, c'est 2 heures par jour, même principe, mais chaque jour, puis de 4 à 6, de façon à être accessible pour les gens qui travaillent. Donc, tous les autres pauvres là, qui sont au bas de l'échelle de la hiérarchie économique, là, mais qui sont typiquement exclus, okay, des services d'aide traditionnels.
Parce qu'on s'entend, si tu fais de l'aide alimentaire de 1 à 3, là, les gens qui travaillent, t'oublies ça. Fait que, je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, mais si tu regardes d'aide panier alimentaire, soupe populaire, maison des sans-abri, ça va chercher les sans-abri ou les gens qui sont sur l'aide sociale. D'ailleurs, si tu fais la soupe populaire, puis si tu vas à la soupe populaire ou à ces endroits-là, tu vas voir, c'est souvent les mêmes visages un peu qui reviennent, OK? C'est merveilleux. Ils prennent soin des plus, de ceux qui ont plus besoin, OK? Mais de là à dire que c'est les seuls pauvres, OK? Nous, notre nouveauté, c'était d'agrandir le faisceau, là, de commencer à rendre la nourriture accessible à un paquet de gens qui, eux, n'avaient aucun service pour eux jusque-là et qui, pourtant, n'étaient pas nécessairement du genre à rouler sur l'or non plus, là. C'est juste de même quelqu'un qui travaille fort, qui a des enfants, qui n'a pas de support financier du gouvernement, qui a une maison, qui a des voitures à payer, qu'est-ce qui ça. Ça se peut que, je veux dire, il y ait peut-être un certain stress financier que quelqu'un qui n'a pas toutes ces charges-là, qui a l'aide sociale, que ci, que ça, n'a pas. OK? C'était ça, les grativores, là. Fait qu'est-ce qu'on est si inutile que ça? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si on n'était pas là, même si ce qu'on récolte présentement était récolté par moisson, ben la population, puis toute cette strate-là dont je parle, il n'en verrait même pas la couleur. Parce que, comme je l'ai montré tantôt, toute cette bouffe-là serait pratiquement détournée vers les quelques organismes éparpillés par-ci par-là, qui ont le privilège insigne d'être approvisionnés par moisson. Je dirais même que pour moi, et maintenant qu'on ne fait plus de dumpster, c'est la vraie raison principale de la continuation de notre existence. Donc, on existe pour pallier aux failles du système d'aide alimentaire actuel. Et s'ils ne reconnaissent pas, ben ça veut dire quoi? Qu'ils refusent justement de voir leurs propres failles? Ou simplement qu'ils nous voient, non sans raison, comme une menace au système en place, comme on le voit un peu en ce moment. Ou simplement comme un vulgaire nouveau concurrent à éliminer, ou l'ensemble de ses réponses. En tout cas, rendu là, je vous laisse en juger. Parlant de jugement, je peux donc avoir réussi à démontrer que la décision de la Ville et que Moisson a rendue à notre endroit était tout simplement une mauvaise décision. Ce qui nous amène d'ailleurs à la question suivante. Moisson et la Ville, qui les juge, eux autres? Qui les supervise, eux autres? Parce qu'on dirait le genre de décision qu'on prend quand on n'a personne pour nous superviser, puis qu'on a le gros bout du bâton, puis qu'on sait que de toute façon, ils vont faire quoi? Qui s'assure qu'il n'y ait pas d'exagération, de dérapage, d'abus, de détournement dans ce qui est donné? Et où la police de l'aide alimentaire? Qu'est-ce qui s'assure que ce qui est donné correspond réellement, strictement, aux besoins? Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après tout ce que je viens de vous dire, trouvez-vous vraiment qu'une telle surveillance serait nécessairement si inutile que ça? En fait, personnellement, j'irais même jusqu'à dire qu'en mon humble avis, s'il y a une chose qui serait utile, je crois que mon témoignage aurait peut-être, j'aurais juste pas mieux pu le démontrer, ce serait tout simplement et carrément démanteler les moissons du Québec, ainsi que l'organisme qui les chapeaute, Banque alimentaire Québec, puis de les remplacer par des organismes qui seraient plutôt faits sur le modèle des grativores, mettons. De toute façon, je vais y revenir un peu plus bas. Il y a un dernier point dont j'aimerais vous parler par rapport à Moisson, et c'est de ce que je désignerais comme la loi du silence. Une fois, quand j'étais dans le bureau de Moisson, je leur avais fait part de mon intention parce que vu que c'était tellement compliqué nos affaires, j'ai dit peut-être que ça se peut que je prenne la parole publiquement, éventuellement. Ils m'ont dit, ça ressemble pas mal à une tentative de diffamation. Mais vous, quand vous entendez ça, vous ne trouvez pas que ça ressemble pas mal à si tu parles contre nous, on te poursuit comme diffamation? Pour diffamation? Le pire, c'est que, toujours par rapport à mon vidéo, ils m'ont aussi dit, c'est ça, tu nous fais des menaces. Mais vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu drôlement placés pour m'accuser de leur faire des menaces? Eux qui sont les premiers à me menacer d'une sorte de poursuite bâillon. Hein? Et on s'entend que si on peut s'attendre à ce qu'ils nous fassent une poursuite bâillon, bon, on aurait tout aussi bien pu s'attendre à ce qu'ils nous coupent les vivres advenant qu'ils nous a donné quelque chose. D'ailleurs, dans le temps, ils nous donnaient encore ici et là. Je ne sais pas combien de fois je me suis fait dire « On ne mord pas la main qui nous nourrit ». Alors, je ne sais pas si ça peut vous donner une idée du genre de climat et de culture qui règne
ne serait-ce qu'ici à Chicoutimi, dans le domaine de l'aide alimentaire, quand au-dessus de toi, tu as toujours une épée de Damoclès qui dit, si tu dis la moindre chose contre Moisson, tu ne recevras pas la moindre miette de nous autres. Évidemment, le pouvoir de Moisson se trouve à être à son maximum auprès de ses organismes membres, puisqu'à ce moment-là, il est carrément en position de faire usage et de la carotte et du bâton. Ce qui fait qu'à partir de là, est-ce que c'est étonnant qu'un organisme ose parler contre Moisson? Est-ce que c'est étonnant que Moisson s'assoie d'ailleurs aussi confortablement sur la situation de monopole? Puis là, on s'entend que ce qu'on va me reprocher, du moins dans le monde parallèle de l'aide alimentaire, c'est Charles-Olivier, tu ne travailles pas en équipe. Tu n'es pas un joueur d'équipe. Alors, on va tout de suite se comprendre sur une chose. Au sein des Gratuvores, je peux vous dire que oui, il y a pas mal de travail en équipe. Et qu'au sein du CA, on a même l'habitude de fonctionner carrément par consensus. Même si c'est plus une sorte de loi non écrite, là, c'est pas absolu. Mais ça, c'est parce qu'on est justement dans la même équipe. Et que ce soit Moisson, le MAPAC, les épiceries, tant qu'ils n'auront pas, à tout le moins, été réformés d'une façon absolument complète et fondamentale, c'est pas compliqué, ils ne seront jamais dans mon équipe. En fait, si on est en affaires, parce que nous, SBL, on est quand même régi par les lois des entreprises, si on est en affaires, c'est-tu pour se faire des amis, au départ? Puis si on est un administre de nos SBL, notre job, c'est-tu de gagner un concours de popularité? Ou c'est plutôt de respecter la mission de l'organisme et même d'aller aussi loin que possible dans le but de l'atteindre, comme j'essaie de le faire en ce moment. Alors, à partir de là, pourquoi est-ce qu'il me faudrait m'allier et fricoter avec des gens qui vont précisément dans le sens inverse de notre mission? Remarquez que quand je parlais tantôt de démanteler Moisson, les moissons, ça ne veut pas dire... parce que là, en passant, on est rendu dans les solutions. Hey! Fait que je vais commencer avec le projet ultime que je proposerais là, pour ce qui est de remplacer le système actuel d'aide alimentaire. Rien de moins. Donc, je commencerai, comme je disais, par démanteler les moissons, mais ça ne veut pas dire de ne pas garder les entrepôts, les équipements, les camions et surtout les bénévoles. Au même titre que quand tu démolis une maison, ça ne veut pas dire de ne pas garder les matériaux et les personnes qui sont dedans. Au moins ceux qui sont récupérables, les poutres. Bon. Puis ça, quand je parle d'essayer de trouver un modèle plus intéressant que celui qu'il y a là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on prend juste à Chicoutimi, là, l'aide alimentaire est éclatée, fractionnée, éparpillée à gauche et à droite. Ça serait peut-être pas plus simple, notamment à travers un paquet d'organismes. Ça ne serait pas plus simple, tant pour ce qui est de l'offre que de la demande de nourriture, de tout rassembler en un seul lieu et un seul organisme. Un organisme que je recommanderais bien sûr de créer sur le modèle des Gratuvores, pas juste pour favoriser mon organisme, c'est parce que si je l'ai créé, et surtout si je l'ai créé de la façon que je l'ai créé, c'est peut-être justement de façon à remédier aux problèmes des structures actuelles. Puis l'autre affaire, c'est que notre organisme à nous, il est bien géré. D'ailleurs, je n'ai pas le temps d'entrer ici dans le détail de cette comparaison-là, là, au niveau CA et tout ça, mais qu'il suffise de vous rappeler toutes les problématiques que je viens de vous décrire. Là. Est-ce que ça vous surprend si je vous dis que nous, au moins, on ne fait pas ce millier d'erreurs-là? Et pourquoi? Mais peut-être notamment parce qu'on est bien géré, justement. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais comment vous feriez? On ferait comme on fait en ce moment, OK? D'ailleurs, en ce moment, là, on est en train de rajouter une autre étape encore plus ultra que ce qu'on faisait déjà, parce qu'on va avoir une machine à scanner. Je ne sais pas si tu peux me l'amener. Es-tu là? Elle n'est même plus là. OK, c'est beau. Fait que, tu sais, là, pour les codes barres, OK? Fait qu'on on est du jet set. Fait parce qu'on avait déjà le système de code, puis de carte de membre avec des codes. Bon. Fait que tout ce qui manquerait, là, pour prévenir les abus, encore plus, c'est d'ajouter une balance. De sorte que là, disons que tu as droit à tant de kilos par mois, tandis que le temps par mois pourrait être ajusté en fonction de chaque individu, notamment de son revenu, ainsi que pour chaque organisme. Tu sais, des organismes qui ont plus rapport que d'autres, genre. Et comme l'approvisionnement en aide alimentaire serait centralisé plutôt que d'être éparpillé d'un bord puis de l'autre, on pourrait peut-être
être d'autant plus en mesure d'avoir un portrait global et surtout exact de la consommation de chacun. Parce que là, s'il y en a un qui prend à Saint-Pierre, mais qu'après ça, il en prend tout autant à Saint-Paul, mais on ne sait pas. Fait que c'est ça. Et remarquez, je parle de centraliser, sauf que ça n'empêcherait même pas, selon moi, pour autant qu'il y ait d'autres services du même type. Autrement dit, qu'il y ait plus que juste une épicerie gratuite pour un secteur donné. Au contraire, tant mieux si la concurrence peut faire son travail et garantir que le client soit bien servi. Et surtout qu'il soit justement servi comme un client et non pas comme un miséreux qui est mieux de se contacter de ce qu'on a la grâce de lui donner. Puis dans ce super grativore, cette super épicerie gratuite, le stock pourrait être divisé en fonction du degré d'altération, tout simplement. Donc plutôt que de dire « La date est passée, tu jettes », on pourrait dire « Regardez, là on est dans la zone passée date 1, zone passée date 2, jusqu'au genre de frigo-moche qu'on a là, qui serait plus pour les vrais grativores ultimes, les guerriers de la lutte au gaspillage, OK? C'est ça. Ceux qui sont là pour lutter contre le gaspillage vont pouvoir aller directement prendre ce qui est plus à risque de se perdre. Puis tout ça étant basé sur une démarche de responsabilité, en fait sur une décharge de responsabilité en se basant sur le principe des risques et périls. Fait que, puis là, je sais qu'il y a des avocats qui disent une décharge de responsabilité, ça ne vaut pas grand-chose. Je veux bien croire qu'il y a des différentes écoles de pensée en droit. Puis je suis à peu près certain qu'en cours, il serait possible de faire valoir le point de vue adverse, sauf que le simple fait qu'un avocat ait pu dire ça montre qu'il y a un problème en ce moment au niveau légal. Okay? Donc, petit devoir, petite idée aux législateurs, peut-être que ce problème-là, on pourrait le régler. Là. Essayer de remettre un peu le Québec sur une base de liberté, puis dire, puis donc de responsabilité individuelle. Là, dire, si tu as pris ça, c'était marqué, là, c'est marqué à vos risques et périls. Fait que là, pour enlever cette notion-là de mais ils vont nous poursuivre, puis mais il faut qu'on pense à la place du monde, parce que même s'ils font quelque... Là, on est comme dans une grosse garderie, là, puis c'est le MAPAC qu'il faut qu'il pense pour nous. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose d'autre d'ailleurs. Hein. Fait que là, c'est ça, il faudrait en principe que les partis politiques mettent ça dans leur plateforme, puis que les gens votent en conséquence. D'ailleurs, parlant de politique, on va aborder un peu brièvement la notion d'une loi anti-gaspillage. Parce qu'on s'entend que techniquement, c'est quand même ça que ça prendrait. C'est juste que ça implique certains petits problèmes techniques, justement. Par exemple, la mairesse de Montréal veut faire une loi sur le gaspillage alimentaire. À la bonne heure. Sauf que même dans le cas d'une mairesse comme elle, qui a quand même l'air assez décidée, on voit que ça va être un processus. Là. Ça ne sera pas du jour au lendemain, on parle de 4 ans. Mais surtout, Montréal, c'est quand même rien qu'une ville parmi d'autres. De telle sorte que même s'ils font là-bas, dans chacune des autres villes, il leur en faudra pas moins partir de zéro. Juste ici, à Saguenay, quand j'ai proposé à la mairesse au conseil, dans le temps qu'on avait le droit d'aller au conseil, de faire pareil qu'à Montréal, elle m'a répondu qu'elle était d'accord avec le principe et qu'il travaillait là-dessus. Donc déjà là, on s'entend que c'est déjà pas mal moins concret, pas mal plus vague et que les échéanciers sont encore plus éventuels. En plus, il y a toute la question de s'assurer de doter une loi, même une fois qu'on en aurait une, qui a des dents. Parce que, d'après ce que je comprends, en France, il y en a une loi anti-gaspillage, c'est juste qu'elle n'est pas vraiment suivie, d'après ce qu'on me dit. Autrement dit, une loi qui n'a pas une police pour la faire respecter, ça vaut comme pas grand-chose. Et surtout, la grosse affaire, c'est que les villes qui se retrouvent avec le fardeau du gaspillage alimentaire, c'est ça, c'est que c'est les villes qui se retrouvent avec le fardeau du gaspillage alimentaire sur le dos et la conscience. Comme si c'était elles qui l'avaient créé au départ. C'est vrai que dans le moment, en l'absence d'une réelle démarche globale, provinciale, ils sont les seuls qui peuvent faire bouger les choses à court terme. Mais ça revient tout de même à leur demander de créer un problème, de régler un problème qu'elles n'ont pas créé. Puis, en éparpillant la solution à travers toutes les villes du Québec, bien, disons que ça ne donne pas exactement une très grande garantie que le problème va être réglé de sitôt. Donc, en clair et en bref, oui, ça se règle sur le plan politique. Et en fait, oui, ça n'aurait pas le choix de passer par la politique pour vraiment se régler le gaspillage alimentaire, sauf que ça suppose qu'on s'implique. Justement, le bouton off. Vous êtes prêts? J'avais promis. Alors, vu que je parlais de politique, on va commencer parce qu'il y a comme c'est un bouton, disons, en 2 parties, OK? Je vais vous donner le 2 boutons.
Écoutez le premier bouton, qui est le bouton politique. Ben, en gros, c'est simple. Il est même plus simple, ce bouton-là, que l'autre, le deuxième. Le bouton politique, c'est simplement d'écrire à vos députés, maires et conseillers, dire on veut une loi sur le gaspillage alimentaire, on veut que ça se règle ce problème-là, peu importe. On t'envoie cette vidéo-là, encore mieux. Ça, c'est techniquement pas grand-chose. L'autre partie, l'autre bouton off, il est peut-être un peu plus, je veux dire, un peu, en tout cas, moins automatique à appliquer, mais encore plus sûr dans son action. Ben, j'en avais parlé tantôt au niveau de quoi faire avec les épiceries. Si du jour au lendemain, on arrête de magasiner dans quelque épicerie que ce soit qui se rattrache sous les 3 bannières que je vous ai nommées, qui sont Sobeys, Loblaws et Metro, donc si on boycotte ces 3 marques-là, puis qu'à la place d'aller magasiner là, on magasine, je ne sais pas moi, comme par exemple de Chicoutimi, au garde-manger, au Biz, aux épiceries alternatives, ou à n'importe quel marché qui n'est pas régi par une bannière, OK? Ben, je veux dire, là, tu coupes l'herbe sur le pied au gaspillage alimentaire. Puis là, ça va me dire, ouais, mais il y a des villes où est-ce qu'il n'y a pas de grativore. OK. Ben, d'ailleurs, il faut en créer. Mais même de ça, c'est pas grave. Parce que si tu encourages des magasins qui ne sont pas sous des bannières, eux autres, au moins, ils ne sont pas régis par le PRS, qui, lui, est la machine à créer le gaspillage alimentaire. À mon sens, corrigez-moi si je me trompe, quelqu'un là. Mais je ne vois pas d'autre façon de le voir dans le moment. Fait, imaginez que tout le monde, un matin, on fasse ça. Là. OK, il n'y a plus personne qui va dans les épiceries. Bien, d'un, probablement qu'ils vont avoir pas le choix de réviser leurs pratiques. Surtout si, en plus, on leur explique le pourquoi. S'il y en a qui sont plus courageux parmi vous, qui veulent aller voir les propriétaires, leur expliquer le pourquoi qu'ils n'iront plus à leur épicerie. OK? Puis là, vous allez me dire, ouais, mais si tout le monde va dans les épiceries alternatives puis magasins d'aliments naturels, il n'y aura pas de place. Je ne pense pas que ça soit un problème qui les dérange tant que ça. Des extensions, ça se fait. OK? C'est pas si long que ça. Fait que c'est ça. C'était ça le bouton off. Fait que même en attendant que le système change, on peut voir avec notre cas que ce n'est pas impossible, même si c'est difficile, de démarrer un organisme comme le nôtre. C'est d'ailleurs pour ça que des grativores, justement, il faudra en faire partout dans le Québec, puis même partout dans le monde. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent en démarrer, ben, vous avez juste à me contacter, puis ça va me faire taper Charles Olivier sur Facebook. Puis ça va me faire un grand plaisir de vous donner au moins 2-3 petits conseils fort utiles. Puis évidemment, dans le secteur de Saguenay, c'est sûr que la meilleure chose qu'on peut faire, selon moi, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, ben, c'est d'encourager les grativores. Comment? Ben, par des dons. C'est-à-dire, plutôt que de donner toujours aux mêmes, quand vous avez des surplus, que ce soit à Moisson, Populaire, Maison des Sans-Abri, qui font un excellent job, mais souvenez-vous, dans le cas de ces 2 derniers-là, ils sont déjà approvisionnés par Moisson, puis les autres, ils commandent en fonction de leurs besoins. Les gens qui leur ramènent ça de concombre, je veux dire, ils ne sauront pas nécessairement quoi faire avec, puis souvent, justement, ils ne savent plus quoi faire avec après, puis ils nous l'envoient. Travailler en équipe, OK? Dire, nous, de toute façon, c'est pour ça qu'on est là, redistribuer la nourriture, point. OK? Après, ben, c'est comment nous encourager? Ben, en temps, parce que les bénévoles, c'est ça qui nous permet de continuer. Là. En argent, même chose. D'ailleurs, allez pas croire que je fais ça dans mon intérêt personnel. Les grativores, d'ailleurs, je suis pas salarié, je suis comme un bénévole à temps plein. J'essaierai d'en trouver d'autres d'ailleurs. Mon seul but, en fait, quand je parle d'argent, c'est qu'il puisse avoir un ou une salarié pour s'occuper de l'OSBL à temps plein, puisque c'est une job à temps plein, de manière à ce que je puisse être libéré de cette tâche-là, que je puisse enfin pouvoir m'occuper d'autres projets, ou plutôt de mes propres projets. Défi! Je vous lance un défi, dans le fond, aujourd'hui. En fait, c'est d'éradiquer le gaspillage alimentaire puis le détournement de l'aide alimentaire. Puis pourquoi c'est un défi? Bien, parce que honnêtement, je ne crois pas que le système démocratique actuel est capable de résoudre un tel problème. J'en ai d'ailleurs une bonne preuve. S'il avait été si capable que ça d'y faire face, comment ça se fait qu'il a laissé un tel problème se créer au départ, puis prendre autant d'ampleur pendant aussi longtemps?
pour finalement atteindre des proportions totalement monstrueuses qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais peut-être aussi que je me trompe. Dans ce cas, vous avez aujourd'hui une formidable opportunité de me prouver le contraire. Parce que je viens de vous livrer la solution sur un plateau. Je viens de vous présenter le bouton off du gaspillage alimentaire et du détournement de l'aide alimentaire en bonus. S'il fonctionne, notre système démocratique, à partir de maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos mains pour y mettre fin. Surtout quand je parle de contacter les députés, vous pouvez aussi en parler de la question de réviser un peu les moissons, là, etc. Mais si ça ne marche pas, autrement dit, si disons d'ici un mois, on n'a pas encore vu une implication populaire majeure suite à mon vidéo, ou qu'on n'a pas vu de changement majeur, mais peut-être que ça veut juste dire que pour qu'on puisse réellement régler ce problème-là de façon définitive, il va falloir changer de régime politique. Mais ça, rassurez-vous, je devrais pouvoir vous en parler, surtout si vous me suivez sur mon groupe Refaire le monde sur Facebook. Alors, peut-être à bientôt. Salut!